Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le 13e épisode consacré à ChatGPT et son utilité pour le cabinet d'expertise comptable. Et pour m'accompagner, j'ai la chance de recevoir Fabrice Évrard. Bonjour Fabrice. Bonjour Florian. Je suis ravi de t'avoir parce que déjà, t'es pas souvent sur plein de podcasts, alors que t'as plein de choses à nous apprendre. En fait, j'ai eu la période fiscale, j'ai diverses activités un peu partout, ce qui fait que mon temps est très limité. Et puis les podcasts, j'ai pas forcément toujours le temps. C'est toujours après des concours de circonstances. Puis comme tu le sais, moi je rédige plutôt les articles. Je suis toujours sur un temps un peu plus long. C'est vrai que ça fait quand même aussi plaisir d'être reçu en podcast, de pouvoir se poser un peu plus et prendre le temps de la réflexion, puis d'avoir surtout une conversation, ce qui n'est pas le cas dans un article. Donc c'est plutôt intéressant le format. Donc je te remercie. Avec grand plaisir. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas, mais on rappelle que là on est sur un sujet brûlant, c'est pour ça que j'ai voulu que tu viennes. En plus toi tu as une super expertise là-dessus. Moi je maîtrise pas tout ce qui est Python, codage, tout ça, et ChatGPT là ça révolutionne. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà? On sait que tu es expert comptable, mais on sait pas tout ce que tu fais non plus. Alors je vais peut-être reprendre, j'ai fait un cabinet, donc j'ai fait le parcours traditionnel, alors ça fait vieux maintenant, mais DECF, DECF, DPECF, DECF, DESCF, DSCG, parce que j'avais pas toutes les épreuves du DECF, le stage de 3 ans, le DEC. J'ai été dans un cabinet, donc j'ai fait mon stage, puis une grosse partie de mon expérience professionnelle dans un cabinet d'audit qui s'appelait Montiel-Laborde, qui est à côté de Saint-Lazare. Et en fait, on était une petite équipe de 15 personnes et on faisait de l'audit de coopératives agricoles, très spécialisé. Et c'était tous les plus grosses coopératives de France, donc des boîtes qui auraient pu être cotées. Et genre, par exemple, une des principales filiales, c'était Gamme-Vert. Donc, tu vois, on auditait les Gamme-Vert. Donc, on était une petite équipe, hyper, pas autonome, mais on nous faisait vraiment confiance. On nous a fait, c'est là où j'ai vraiment grandi, quoi. Et alors, mes patrons, c'était Monsieur Laborde, qui m'a appris à rédiger, à écrire. Grâce à lui que j'ai réussi à écrire dans la revue française de comptabilité. Par contre, j'ai toujours aimé l'expertise comptable, donc j'ai décidé à un moment de les quitter à contre-cœur, mais c'était comme ça. Donc j'ai créé un cabinet, un premier cabinet en PNC en 2016. J'en ai créé un deuxième en 2018. J'ai embauché des collaborateurs dessus. Là, actuellement, on est 2. On a recruté un apprenti, on a signé là hier. Avec une antenne à Château-Thierry. Alors, je suis un expert comptable parisien, mais avec un back-office, du coup, en province. Mon collaborateur principal est là-bas. Cabinet atypique parce qu'on est en télétravail à 100%, hyper digitalisé, mais ça, je l'avais fait dès le départ. Donc, on a très, très peu de papier. Au final, c'est très, très rare les clients qui viennent, parce que j'ai un local, bien entendu, parce qu'on a une obligation de justifier d'une installation matérielle dans le dossier d'inscription. Après, de fil en aiguille, comme tu le sais, j'ai écrit beaucoup chez Compte Online. Bonjour à Frédéric, que j'ai croisé hier. En fait, on a écrit beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a eu un petit parcours, on a été associés ensemble. On a créé la newsletter, la revue de presse, les corrigés du deck. Et après, moi, j'ai créé le cabinet, donc je l'ai quitté. J'ai été le rapporteur général du congrès 2019 grâce à Sana. J'ai écrit chaque année coécrit avec Sabrina Sabat, le Carré Deck 2, donc le bouquin qui prépare les étudiants. Je suis le vice-président d'Edificas, donc ça parle plutôt aux anciens. C'est une association qui crée les normes DI qui sont transmises aux éditeurs. C'est ce qui nous permet d'envoyer les liasses fiscales et les DSL, du coup. Au conseil d'administration de France Gestion, je travaille pour Stat Expert, j'écris pour la RFC, pour la fiduciaire, pour LexisNexis, je suis au comité de surveillance de PER, au conseil d'administration de Amphithéâtre qui gère les adhérents d'HEDSR La Mondiale, examinateur ODEC, examinateur DCG, membre du conseil d'administration de l'association de développement des actifs numériques. Je vais à Cointex tous les ans avec un confrère qui s'appelle Romain Dallos, que tu vas interviewer aussi, qui lui est basé à Besançon. J'ai été au CES plusieurs fois. Je fais beaucoup beaucoup d'activités diverses et variées, mais toujours en lien avec la profession. Puis avec un côté technique, parce que comme tu l'as dit, j'ai appris à programmer en VBA au départ, puis après en Python, où ça ouvre c'est plus qu'ouvrir les chakras. En fait, tu es capable de faire des choses et tu as des gains de productivité tellement énormes, du coup, que ça vaut le coup de se mettre dedans. Et je reproche un petit peu, il y a un seul cursus en Python de mémoire, c'est à la CNCC. D'ailleurs, je vais le suivre.
qui te permet en fait de monter en compétence. Et après, tu peux gagner des temps mais fabuleux sur des traitements de fichiers que tu vas intégrer directement en format FEC. En fait, tu vas les traiter bruts, tu vas en faire un format FEC selon des critères, et on est les mieux placés pour produire un FEC, et tu les intègres dans ton logiciel. Donc, j'ai développé cette partie-là. Je suis en train de développer un pseudo-blog qui va s'appeler Truc de comptable, où on va mettre plein de tutos gratuitement à destination des experts comptables. On peut le mettre dans la bio, si tu veux. Ouais, oui, bah, il va être, ça fait 2 ans que j'ai le nom de domaine. Si vous tapez truc de comptable, vous êtes sur une page, parce qu'en fait, je l'ai poussé à pousser. Là, je me suis dit, on va le faire. C'est un confrère qui s'appelle Bastien Paris, qui m'a donné une combine. Il m'a dit, tu devrais utiliser Obsidian. C'est un logiciel de prise de notes qui est génial en open source. Et il m'a dit, en fait, tu as une option, tu peux publier tes notes, en fait, directement sur Internet. Donc, c'est bien mieux qu'un WordPress. Clairement, il t'as pas de problème de sécurité. Et l'avantage pour moi, enfin, je pense que tu connais un peu ma philosophie. Moi, je donne mes codes sources assez facilement. Et en fait, bah là, tu prends pas de cookies, tu prends pas d'email, je te demanderai pas ta carte bleue pour te filer la donne. Moi, à chaque fois quand je donne gratuitement. Enfin, après, les confrères, je demande juste d'être crédité entre guillemets de la source, quoi. C'est s'ils réutilisent mon contenu, me le dire, ou me remercier un tweet, ça coûte pas cher. Du coup, de faire un petit remerciement, ça me suffit largement. Ou venir à mes conférences, ou encore mieux, à mes formations, payantes. Mais donc voilà un petit peu beaucoup de choses. Mais en fait, où tout se relie, en fait, quasiment, parce que les gens me disent tu fais trop de choses et tout, tu dois être concentré sur le cabinet. Mais en fait non, parce que ça te permet de varier les tâches qui sont faites au niveau du cabinet. Et voilà. Et je m'intéresse toujours au sujet de l'actualité, donc les crypto-monnaies, ça maintenant, je suis bien référencé sur le domaine, on va dire ça comme ça. Et ChatGPT qui est arrivé, on va en parler pendant une petite heure, du coup qui a été une révolution. Après, il y a j'ai plusieurs articles qui sont en cours de préparation où les gens fantasment. On pourra en parler sur ce que c'est capable de faire. Il faut bien faire la part des choses. Mais on voit que ça va plus vite que prévu. Mais par contre, on voit le décalage qu'on a avec notre profession, où on a encore des tickets de caisse à la main, ou qu'il faut mettre dans un classeur parce que le client ne veut pas scanner. Donc en fait, on a deux réalités, on a deux visions un petit peu comme Janus le dieu, enfin toi, deux visages en fait, où on a d'un côté on est hyper digitalisé, hyper en avance, et de l'autre côté on a des clients ça s'appelle l'électronisme, ils vont pas être capables de franchir le cap. Et ChatGPT, les collaborateurs, faut voir, parce qu'on va pas tarder, à mon avis, à avoir des mémoires qui seront rédigées par ChatGPT. Alors je le dis aux étudiants, je fais des prompts, j'ai accès à l'API d'OpenAI. Je vous le déconseille très fortement. Si je détecte où j'ai des doutes, ça va se savoir en fait. En tout cas, t'es pas mal occupé, je pense que tu vas pas trop dormir, et on enchaîne direct. Donc selon toi, ChatGPT, est-ce que ça va bouleverser vraiment notre profession, ou on est plus encore dans un effet de mode pour l'instant, d'après toi? Alors pour l'instant, moi je dirais vraiment que c'est un effet de mode pour l'instant, parce que en fait les gens, on aime se faire peur, d'accord. On l'a vu, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon, j'assume. On l'a vu quand QuickBooks est arrivé en France, d'accord. Si tu reprends les articles à l'époque, QuickBooks arrive, on va se faire ubériser, c'est la fin. On est là, ça n'a rien changé. Et ils partent, je m'excuse, alors pareil, je vais me faire taper sur le doigt, mais la queue entre les jambes. Ils nous quittent comme ça, comme des malpropres, 2023, malpropres. Ils laissent un délai d'1 an, hein, mais on quitte. Pas de dire on a échoué, on n'a pas réussi, c'était une clientèle compliquée, les Français, machin, non, ils partent. Bon. Donc moi personnellement, j'appelle ça la jurisprudence QuickBooks maintenant. Voilà. Donc tous les nouveaux éditeurs, je me dis, regardez la jurisprudence QuickBooks, regardez ce qui s'est passé, et maintenant, je me dis tout le temps, il faut prendre du recul parce qu'on aime se faire peur. Et je vais même aller encore un peu plus loin, tu vois, à Context, on dit toujours les anglo-saxons, ils sont en avance, c'est les rois de l'innovation. Mais pas du tout. Là, en Angleterre, à Context, ils étaient tous sur le MTD, c'est Make Tax Digital. Désolé pour mon anglais horrible. En gros, c'est en gros digitaliser les taxes. En fait, en gros, ils en étaient encore au stade où ils mettaient les PDF sur un site internet. Et là, tu leur dis, mais nous, on a l'EDI, en fait. On a le logiciel, on clique, ça envoie l'administration fiscale. Et tu vois, ils sont pas du tout là-dessus encore. Ils sont au niveau technique, ils sont beaucoup 10 crans en dessous de nous. Donc en fait, on aime se faire mal, les Français. C'est un petit peu, on est très pessimiste, très noir. Donc ce qu'il faut à ChatGPT, on se sent un peu pas. ChatGPT va pas tout faire. ChatGPT fera jamais une compta. Tout simplement parce qu'il n'a pas été entraîné avec des données comptables de logiciels français. Et encore, comment est-ce qu'il préfère la différence entre un BIC, un BNC, une société à l'IS, une CELAS honnêtement, toi, c'est pas possible. Et donc, on aime se faire peur. Il faut prendre du recul. Il faut juste se dire, attention, oui, ça peut me servir. Et je te donnerai des cas d'usage, moi, où je l'utilise maintenant. Mais par contre, il va pas être capable
il va pas se substituer aux collaborateurs. Parce que là, on sort des articles, oui, 2030, 100 000 collaborateurs au chômage. Arrêtez, on me l'a dit avec QuickBooks, ça n'a rien changé. Au contraire, on a toujours une pénurie de collaborateurs. Hein. Et quand tu reviens, on avait fait un article au congrès 2019, justement sur l'histoire de la compta. Et quand tu regardes les innovations technologiques, du coup, c'est-à-dire la mécanisation, parce qu'après, nous, on l'a pas connu, mais tu sais, avec les feuilles, les anciens, oui, les feuilles à la décalque, genre de choses. La mécanographie, ça fait vraiment dinosaure, mais bon, ça en a encore. Et après, la vague de micro-informatique, on disait, oui, c'est bon, tous les clients vont faire leur compta. Quand tu regardes, pas du tout. Après, tu as eu la digitalisation, Internet, on s'est dit, ah, c'est mort, ils vont tous trouver de l'info sur Internet, ils vont faire leur bilan. Pas du tout. La facture électronique, on dit, ah, c'est bon, c'est mort, il n'y aura plus besoin de comptable pour la déclaration de TVA. Non, j'y crois pas une seconde. En fait, il y aura tout. En fait, on complexifie le niveau technique pour pouvoir faire les comptes avec le compte impôt.gouv, genre de choses, la télétransmission, qu'en fait les gens s'embêtent pas et vont naturellement vers des experts comptables. Donc la mission va légèrement évoluer et ChatGPT peut nous aider là-dessus sur certaines tâches très 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 très, très précises. Encore faut-il, pour les futures tâches que moi j'envisage, il va falloir entraîner les modèles de langage. Donc là, on va rentrer un peu peut-être trop dans le technique, mais où il y a encore un vrai gap à avoir sur l'aspect technologique. On n'est pas encore, on est quelques-uns. Il y a Yves Ledin qui est très très au fait de ce genre de choses. Où on est quelques-uns. Il y a quand même quelque chose à faire. Ça va prendre du temps. Pour l'instant, les confrères sont encore à poser des questions, bêtes et méchantes, mais assez rapidement, on risque il va falloir qu'on entraîne nos propres modèles de langage adaptés avec nos corpus de texte qu'on a en interne pour pouvoir avoir des réponses de qualité. Parce que là, à l'heure actuelle, ça reste assez parcellaire quand tu lui poses une question de comptable. Comme tu dis, de toute façon, ça a été entraîné par les Américains, donc ils ont pris un corpus extrêmement de ce côté-là. Faut l'entraîner. Il y a un exemple, je crois, il y a les avocats français qui ont commencé à le faire. Bon, c'est en bêta, c'est au début, mais ça peut permettre, enfin moi je le vois surtout, ça va pas nous remplacer, mais ça va nous permettre d'aller plus vite, comme tu dis, accélérer et nous faire gagner du temps. Tout à fait. En fait, ça va pas non plus révolutionner du jour au lendemain. Il y aura toujours une partie chiante à faire. Genre, les factures manquantes, c'est pas ChatGPT qui va aller les chercher. Après, le truc, c'est que voilà, c'est entre les attentes de la profession sont un peu trop. On n'aura jamais un truc totalement digitalisé, ce genre de choses. On fantasme un petit peu trop, en fait, par rapport à la profession et par rapport à ce que les outils peuvent produire. En fait, même il y a un double décalage. Je m'explique. Il y a un premier décalage où on fantasme sur ce que la compta pourrait devenir. On l'a vu avec la blockchain, sur ce que c'est. Toi, finalement, c'est pas du tout intégré dans les process comptables. L'IA, c'est pareil. On veut un peu se faire peur. Et après, donc, il y a le fantasme de l'usage qu'on va avoir. Et surtout, après, dans les faits, une fois qu'on a l'outil parfait, on l'intègre pas en cabinet. Donc, on est quand même fabuleux, les experts comptables. Toi, on fantasme sur un outil. Et une fois que toi, genre, tu demandes le nombre d'experts comptables qui ont pris l'abonnement à $20, on est très peu. Donc vous êtes paradoxal. Parce que vous dites c'est l'avenir et finalement personne paye. Tu te dis c'est un peu bizarre. Donc on a un petit peu, c'est ça la profession, elle est un petit peu particulière. On a toujours un petit train de retard. Alors là en même temps on est en pleine période fiscale, donc si tu veux c'est pas forcément l'idéal en ce moment. Et après il n'est pas le marché français et notamment la langue française, ça reste rien du tout par rapport à la langue anglaise. Il faut juste voir que c'est un pas de géant qui a été fait parce que en fait l'IA et notamment les moteurs de langage ça s'appelle des transformers. Ça existait, c'est pas récent en fait. Hein. Ça a 5, 10, 20 ans. Et en fait là, c'est juste que l'interface a changé. Et là, c'est le game changer, c'est l'interface où tu peux poser la question directement au lieu de faire des lignes de commande. C'est tout. Et l'adoption a été massive. Après, on discutera, on pourra peut-être discuter des limites après. Mais en fait, c'est là où on voit. En fait, par contre, attention, il y a quand même des dangers. Les confrères sont pas préparés aux dangers de l'utilisation. Là, tu as eu le cas, je crois que j'ai vu un article dans la presse ce matin, un avocat anglo-saxon qui a cité des affaires qui n'existent pas, en fait. Le juge a été furieux et le jugement va faire très mal. Donc nous, c'est un peu probable parce que je vois pas un bilan qui pourrait partir qui a été fait par ChatGPT. Conceptuellement, je vois pas. Enfin, le gap technique à faire pour le gain potentiel derrière est tellement marginal que c'est pas faisable. Par contre, l'entraîner sur certaines choses, ça serait pas mal. Et après, il y a IA. Je pense que tu l'as vu comme moi. On l'a vu. Moi, je l'ai vu dans les cryptos, hein. Mais tu as eu du crypto washing. Et là, tu as du blockchain. Tu vas avoir de l'IA washing. C'est tout le monde va dire qu'il fait de l'IA. En gros, ta startup, elle vaut 10, tu dis que tu fais de l'IA, c'est bon, elle vaut 100. En fait, toi, j'avais fait un tweet là-dessus, en fait, c'est des bullshit. Tout le monde fait de l'IA. L'IA, en fait, on peut en parler, c'est juste, c'est des probabilités, des statistiques, en fait. C'est ça. ChatGPT, il n'est pas intelligent, hein. ChatGPT, c'est juste un énorme, on lui a fait bouffer tellement de texte que statistiquement, il dit le mot suivant qui suit ce mot-là, statistiquement, ça devrait être ça. Genre, le chat a mangé,
Bah, dans tout le texte qu'il a lu, statistiquement, il y a marqué souris. Donc, il va te balancer le mot souris. Mais il voit pas, lui, dans sa tête, il voit pas un chat qui mange une souris. Et c'est ça qui, en fait, il hallucine. C'est juste des probabilités, en fait. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends mieux pourquoi des fois ça raconte n'importe quoi. Sauf que les gens, peut-être par paresse intellectuelle, ne font pas l'effort, de se former, d'aller comprendre ce qu'il y a derrière, le modèle de langage, les probabilités, ce qu'on appelle les systèmes Markowitz, les systèmes probabilistes déterministes. Enfin, alors c'est moins sexy que ChatGPT, hein, mais il faut comprendre derrière ce qu'il y a. Ça prend un petit peu de temps intellectuellement. Je dis pas que tu vas comprendre toutes les formules, mais tu dis au moins, tu dis ah ouais, je crois savoir là, à peu près ce qu'il fait globalement conceptuellement. Voilà. Mais malheureusement, les gens se satisfont des articles un petit peu putaclic, les 10 métiers que ChatGPT va remplacer. Est-ce que tu as vu la nouvelle étude scientifique qui a été faite par Princeton, justement, qui expliquait l'arbre des pensées pour entraîner justement ce prompt, les prompts, enfin dans ChatGPT, il expliquait que maintenant, et je le mettrai du coup sur la bio, il explique que principalement, moi je dis tiens, je suis expert comptable, fais-moi une TVA. J'envoie un seul prompt. Du coup, j'ai très peu de chances qu'il fonctionne. Et du coup, les gens, c'est ce que font la plupart du temps et ils disent, ouais, je suis déçu. Et là, il expliquait avec cette technique d'entraînement qu'a fait Princeton, donc c'est quand même la première université du monde cette année, il faut le découper en 4, en expliquant, voilà, je te donne ça, je te propose plusieurs solutions, je te donne un nouveau prompt où tu me dis quel est le pourcentage de réussite sur ce que tu me proposes. Et en fait, en découpant à 4 niveaux, 4 solutions, ça permettait d'avoir des résultats probants. Et toujours, c'est sur des statistiques, des mathématiques. Donc, il y a une façon de lui parler, maintenant, mais c'est sûr que ça peut, et moi je mets toujours un frein, il faut toujours vérifier, ne pas mettre en direct, en automatique. En fait, tu as eu certains cas qui disaient, nouveau métier qui va apparaître, c'est prompt générateur, c'est-à-dire, le mec qui va designer en fait la question, en fait. Et tu as même un site où tu te vends des prompts. En fait, tu peux acheter, les mecs ont bien réfléchi, et qui te font, tu achètes genre un prompt pour faire, notamment pour les images, notamment avec Midjourney, ou du coup tu achètes le prompt pour 1 € et des bananes. Mais je pense que tu as vu, moi j'ai fait une page HTML, du coup qui est en local, où justement pour préparer ton prompt, parce qu'en fait, à bonne question, bonne réponse, et on pourrait dire à bon prompt, bonne réponse de ChatGPT, enfin du modèle de langage. Et c'est pour ça où les gens, comme tu l'as dit, sont déçus parce qu'en fait ils ont mal posé la question. Et moi justement j'ai essayé d'automatiser les prompts, enfin de faire un truc, un outil, en tout cas, plutôt que d'arrêter de faire du bullshit parce que j'étais comme toi, on en a rigolé, t'es sur Twitter et tu vois à chaque fois les mecs, vas-y, les 10 prompts qui vont révolutionner ton utilisation de ChatGPT, enfin, et tu dis, mais en fait, le mec propose pas d'outils, en fait, ils se copient tous les uns les autres. Je dis, bah, moi, je vais faire un fichier, une page web où tu vas mettre, on le mettra peut-être dans la bio, je te filerai le lien, euh, donc ça fonctionne en local. Je précise à nos auditeurs que du coup, ce que vous allez taper, je ne reçois pas la réponse. En fait, c'est fait pour. En fait, c'est en local. Vous allez marquer, il y a des filtres, il y a des listes déroulantes. Ça vous prépare le prompt. Vous appuyez après, vous faites générer le prompt. Ça vous marque le texte. Vous appuyez sur copier. Vous allez sur ChatGPT, vous collez. Et votre prompt, il est préparé. Et ça vous permet, après vous faites le test, ça vous permet d'avoir des réponses qui sont plutôt sympathiques, notamment par rapport à la réponse attendue, le format attendu. Mais là où c'est génial, je trouve, moi perso, c'est notamment tu peux lui donner des vidéos, il va te transcrire le texte et tu lui fais moi une carte mentale de ce qu'il dit et ça marche. Donc par rapport à notre mode d'apprentissage, même par rapport à nos formations qu'on a nous en tant qu'experts comptables, on va pouvoir, je parle des concepteurs de support, proposer des nouvelles méthodes du coup pour pouvoir apprendre un sujet. Là, j'ai fait une nouvelle page web à peu près comme le prompt générateur que je t'avais montré, enfin que j'ai mis en open source, sur les méthodes d'apprentissage. Tu dis par exemple, j'ai envie d'apprendre le latin. Alors, fais-moi un expert en latin. Donc, tu dis, moi, tu vas sélectionner. Tu peux lui demander de te faire un planning, de te faire après des textes à trous qu'il faut compléter, de te faire des questions-réponses, et il monte en puissance en fonction de ta réponse si tu dis réponds juste. Et en fait, mes prompts sont tout préparés. Et c'est ça qui est très puissant sur la méthode d'apprentissage, où ça va vraiment, à mon avis, révolutionner pour le coup notre méthode de fonctionnement. Et je le vois moi déjà pour certains trous, je commence à m'en servir de manière un petit peu abusive, où finalement il faut vraiment prendre du recul parce que en fait c'est bien écrit par rapport à Internet, parce qu'avant tu allais sur Google, tu tapais 10 forums qui répondaient pas vraiment à la question, qui te renvoyaient vers un texte, tu dis ok je comprends où ils veulent en venir, donc je vais chercher sur Légifrance. Là ce qui est dangereux, c'est que tu as un peu la paresse intellectuelle, et des fois tu as des mauvaises surprises. Donc par contre notre esprit critique, qui est quand même l'ADN de la profession, là, il faut vraiment le mettre pour le coup. Et là, je pense qu'il y a des formations à faire pour les jeunes sur l'esprit critique.
Carrément. Et moi, je rebondis sur toi. Il y avait un prompt justement qui était en train enfin que j'ai fait, où on peut récupérer des PDF avec ChatGPT, donc une grande quantité, et lui demander de te faire une synthèse. Ça, par exemple, ça peut nous permettre d'aller rapidement, par exemple, quand sur l'étude sectorielle ou sur, comme tu dis, sur les J-France, essayer un peu de mâcher, simplifier. Par contre, toujours garder notre esprit critique. Ça, c'est primordial pour moi. Bah, sur des grands contenus de contenu, oui, je suis d'accord. Sur de la synthèse de texte, ça peut être pas mal. Maintenant, tu as même il est connecté. Moi, j'ai la version payante, hein, donc je suis connecté avec. Tu peux lui demander une synthèse de l'actualité de la semaine dernière, par exemple. Il va se connecter à Internet, il va le faire. Il va faire une synthèse. Et ça, c'est quand même assez puissant, en fait. Tu as raison, il faut le rappeler, en fait, c'est sur la version payante. Je l'ai pas précisé moi aussi, c'est qu'en fait vous avez des petits plugins maintenant sur la version payante à 20$ qui vous permettent d'aller sur internet, qui vous permettent par exemple de prendre un PDF, de le lire, de faire du SEO, de faire de l'actualité. Donc voilà, il y a encore un petit gap entre le gratuit et le payant, mais c'est déjà pas mal. Bah, après, pour 20$, quand tu es étudiant, moi aussi, en réalité, c'est un peu compliqué, mais après, honnêtement, pour 20$, moi, les services que ça rend, et au-delà, ça vaut plus parce qu'ils avaient fait un sondage au début, avant de mettre la version payante, le prix pour nous, le juste prix. En fait, ils ont fait un sondage. Moi, toi, j'avais mis plutôt 40-50$ par rapport, alors, une petite dédicace à nos éditeurs qui nous augmentent les prix x3, hein, voilà. Donc, je suis prêt à payer, vous voyez, hein, je suis de bonne composition, mais un prix que j'estime, voilà. Et là, tu vois, 50, je m'étais dit 50$, bon, après, je l'aurais partagé avec mes collaborateurs, enfin, voilà. Mais, mais on voit que ça commence à devenir vraiment intéressant. Et on pourra voir les cas d'usage où c'est du pratico-pratique. Moi, comme tu le sais, j'aime pas le bullshit. Il faut vraiment que ce soit opérationnel et pratico-pratique. Et là, en fait, là pour le coup, tu as une utilisation et ça marche. Et on commence à avoir des confrères qui en abusent. On voit notamment sur les réseaux sociaux, on voit des trucs qui sont. Mais moi, je le dis, et il faudrait limite après, par honnêteté, bah tiens, chez Frédéric, j'ai fait un article chez Compte Online. C'était le son sur ChatGPT. Et bah du coup, l'article, je l'avais rédigé, c'était au tout début. Hein. Quand il a été lancé, en fait, j'ai fait poser la question. J'ai posé des questions à ChatGPT. Du coup, tu vois. Mais je l'ai dit dans l'article, j'ai pas dit j'ai produit l'article. J'ai dit non, je me suis fait accompagner par ChatGPT. Et il faudrait limite le mettre, j'ai par honnêteté intellectuelle, dire bah contenu ou généré à l'aide de ChatGPT ou en grande partie à ChatGPT. Tu vois, pour dire bah c'est pas parce que le problème c'est qu'on va avoir des gens qui savent pas rédiger parce que c'est un gros problème dans notre profession, je trouve. Les gens, je dis pas que je suis un cadre, hein, j'aurais pas le prix, le prix concours, hein, mais c'est quand même savoir des choses simples, rédigées de manière simple, intéressante et pratico-pratique, et pas s'écouter parler pendant 3 paragraphes. Et le problème, c'est que les jeunes, on leur apprend pas, et on le voit dans le cadre des mémoires. Hein, je suis désolé de le dire, mais la qualité est pas au rendez-vous, c'est pas satisfaisant parce qu'on nous a pas appris à rédiger correctement. Sauf que quand tu fais ChatGPT, bah, type en bouffe, il rédige bien. Faut avouer ce qu'il y a. Quand tu lis le contenu, c'est bien écrit, c'est plutôt bien structuré, ce qui est très. Donc le problème, c'est qu'on va avoir soit des mémoires totalement écrits avec ChatGPT, ou alors des parties qui vont se voir, en fait, tu auras des parties écrites avec ChatGPT, d'autres parties écrites par le candidat, mais tu auras une telle distorsion qu'on va se dire, bah, attends, c'est pas la même personne qui a écrit, quoi. Il y a un vrai problème. Donc voilà. Après, il faut quand même faire attention aux données confidentielles, hein. C'est quand même une solution américaine. Donc moi, je rends toujours anonyme quand je copie-colle pour truc. J'essaie de rendre, enfin, je me suis fait avoir, hein, mais de rendre tout le temps anonyme pour pas laisser des informations. Et maintenant, dans la version payante, on peut désactiver l'historique et le fait capte les données. Alors, est-ce qu'il le fait ou pas réellement, à savoir, c'est les Américains. Donc du coup, mais il faut quand même avoir aussi ce moteur aussi, accessoirement, ChatGPT. À mon sens, il va s'entraîner, il va s'améliorer, parce que tu peux mettre un petit pouce, positif ou négatif, de ta réponse. Donc, c'est-à-dire que ça entraîne, c'est ce qu'on appelle la récompense, hein, pour ceux qui vont se renseigner un peu sur l'IA, sur les moteurs comment fonctionne le deep learning. La récompense, en fait, c'est ça qui améliore ta réponse, en fait. Si on met tous, dire, je suis satisfait, ça va améliorer le modèle, et en fait, au fur et à mesure, ça va améliorer les réponses. On l'entraîne de toute façon. Et justement, je voulais aller sur cette réponse-là. Bon, avant qu'on rentre sur les cas d'usage de ton quotidien, du marketing, on va peut-être parler de limites pour expliquer un peu, pour assurer pour notre profession. Déjà, comme tu viens de le dire, c'est américain. Donc déjà, il y a un respect à avoir avec le RGPD. Donc, quels sont les dangers, l'obligation aussi de notre secret professionnel, et est-ce que voilà, c'est adapté à la compta française? Est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi? Alors, par rapport à la RGPD, là, Altman, enfin, le dirigeant, du coup, il disait qu'il allait quitter l'Europe parce qu'en fait, il n'était pas d'accord, alors qu'aux États-Unis, il est pour une régulation de l'IA. Déjà, le mec, je sais pas, c'est avec le climat au-dessus de l'Atlantique doit pas lui plaire parce qu'il change un petit peu de veste. Le RGPD, on en rigolait ou pas, on en rigolait. Maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Tu peux pas te permettre de pas être dans les clous au niveau du RGPD. Mais clairement.
Parce que la CNIL maintenant les contrôles tombent et c'est pas que les grosses sociétés, hein. Donc il faut quand même être dans les clous. Donc ChatGPT, ça pose un vrai souci. À partir du moment où tu rends anonyme, c'est-à-dire que l'information dans le prompt que tu vas donner ne permettrait pas d'identifier la source ou une information. Donc petite dédicace à Samsung, hein, où ils ont balancé des comptes rendus de codex dans ChatGPT. Tu vas avoir, si tu veux, là où c'est paradoxal, c'est que tu vas l'avoir dans Microsoft. Notamment, ils vont faire une version où, par exemple, tu lances un Teams, il va faire la compte rendu de la réunion, et c'est grâce à ChatGPT, hein, d'accord, parce que Microsoft possède, est actionnaire de OpenAI qui développe la solution ChatGPT. Donc du coup, est-ce que du fait que quand on passera par Microsoft, on est compatible RGPD, puisque tu sais, on a les fameuses attestations, ou si, et si tu passes en direct par ChatGPT, on va dire, ça rentre pas dans le RGPD. C'est là où il y aura une dichotomie, il va falloir être hyper vigilant, et accessoirement, on m'a toujours dit, hein, quand tu payes pas, c'est toi le produit. Donc la version gratuite se pose la question, en tant que professionnel, en tant qu'expert comptable, est-ce que tu peux décemment utiliser ChatGPT en version gratuite? Parce que la version payante, ça donne une obligation au fournisseur de services sur l'utilisation de ta donnée, ce qui n'est pas le cas dans la version gratuite. Donc moi je dis aux confrères, soyez assez vigilants, et surtout vos collaborateurs, faire hyper gaffe, parce que les confrères, globalement, je le dis en conférence, c'est un peu paradoxal, parce que ceux qui viennent en conférence ou en formation, c'est les gens les plus formés. Ben, c'est pas la bonne cible. En fait, la cible, il faut aller former les gens qui sont pas formés, c'est-à-dire les collaborateurs. Donc le problème, c'est est-ce que les collaborateurs ont bien été sensibilisés à ChatGPT? Ben, j'en suis pas si sûr. Parce que ceux qui lisent toute la doc, c'est les confrères. Ceux qui reçoivent toutes les emails de la profession, c'est les experts comptables qui transmettent absolument rien à leurs collaborateurs. Il faut qu'ils gardent la primeur de l'info. Alors que tu ferais un truc ChatGPT pour les collaborateurs, je pense que ça marcherait. Parce que tout ce qu'on a entendu sur l'IA, c'est adressé aux experts comptables et pas aux collaborateurs. Alors que ceux qui vont l'utiliser, à mon avis, dans leur quotidien, à mon avis, hein, je pense que ça va être plutôt les collaborateurs à terme. Et du coup, il y aura tout un enjeu de formation des collaborateurs. Donc ça, c'était par rapport au RGPD. Et là, le secret professionnel, alors théoriquement, les collaborateurs sont censés, je dis bien censés, être au courant qu'on a une obligation de secret professionnel, ce genre de choses. Faudrait quand même bien reposer le contexte et le marquer dans le contrat de travail, ou leur faire signer un document de non-utilisation de ChatGPT, comme ils ont fait à Sciences Po, là je sais plus dans quelle fac, où ils imposent que les étudiants ne l'utilisent pas. Donc ça, tu pourrais très bien imaginer des cabinets dans leur charte informatique qui intègrent le fait que l'utilisation de ChatGPT est proscrite au sein du cabinet. Et le dernier point sur la compta française, comme on l'a dit, sur l'entraînement du moteur de ChatGPT, enfin de GPT, hein, du coup du modèle de langage, il n'a pas été fait pour la compta française en fait. Donc le problème, il n'a pas été entraîné avec les textes de l'ANC, avec le code général des impôts, avec les J-France et tout. Il en a lu qu'une partie, et ça se ressort dans les formules. Tu le vois bien. Alors je pense qu'à terme il va pomper, à mon avis, comme chef, il va aller pomper sur Control parce que il y a de la source de données comptable où il y a des questions et il y a des réponses. Donc, à mon avis, il va siphonner l'information quelque part. Ce qui pose la rémunération des créateurs de contenu, accessoirement, dont je fais partie. Donc, il y a un vrai débat là-dessus. Et après, donc ce qu'il faudrait faire, tu peux le faire avec ChatGPT, tu peux faire, pour rappel, dans la version où tu as l'API, hein, donc là je parle plus au programmeur, en fait, tu peux entraîner ce qu'on appelle ça fine-tune le modèle. C'est-à-dire que tu vas payer, hein, par contre ça chiffre assez vite, mais tu vas l'entraîner sur ton propre modèle de langue, sur tes propres exemples. J'essaie vraiment de le faire simple. En fait, tu vas l'entraîner sur un cas spécifique. Donc, le premier qui dégaine un moteur ChatGPT fine-tuné sur la compta, c'est-à-dire que tu l'as entraîné avec Légifrance dans son intégralité, le code général des impôts et le code de commerce, et idéalement, mais là on n'a pas le droit avec Sidonie, c'est à la base qui est très riche. Hein. Sidonie, c'est la base de données de la CNCC, d'accord, qui est bourrée de contenu de qualité. Et c'est ça qui est un peu embêtant, parce que tout est sous copyright. Donc, tu peux rien faire techniquement parlant. Mais du coup, qui est très très riche. Si t'imagines si on pouvait l'entraîner, mais demain tu dis ChatGPT, voilà, j'ai une ESS, machin, dirigeant bidule, je dois faire un rapport de carence. Peux-tu me dire les derniers points et les dernières notes d'information? Alors là, je vais me faire taper sur les doigts sur la CNCC. Si on va me dire t'es censé t'es censé connaître les dernières notes d'information. Mais ils en produisent tellement que malheureusement, j'ai pas le temps de lire tout ce contenu de grande qualité.
parce qu'il faut le dire, hein, les gens qui sont en commission, c'est du bénévolat. Donc les gens, enfin la CNCC fait du contenu, je le dis, je dis quand ça va pas, mais je dis quand ça va bien aussi, quand ça va très bien, faire un contenu de très très bonne qualité. L'ordre aussi, hein, il y a des trucs, des fois des contenus où c'est absolument pas communiqué, mais tu dis c'est une pépite, d'accord? Tu dis on arriverait à l'entraîner pareil. Imagine si on pouvait l'entraîner sur les mémoires des candidats. Tu penses que le Conseil national ou, comme tu dis, la CNCC pourrait faire ça et se le prendre? Bien sûr. Alors la CNCC c'est compliqué parce qu'on est vraiment sur du régalien. Bien sûr. Et moi je suis toujours, ça fait toujours rigoler certains confrères CAC. Parce que autant je suis un peu décomplexé comme tu le sais sur la partie expertise comptable, notamment avec les boîtes qu'on a créées avec Sana sur la partie crypto. Autant quand je suis CAC, ben alors je pense que je suis le pire des CAC, hein, dans le sens où je tolère, je suis très 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 frileux du coup. Donc la CNCC, je me dis plus compliqué. Mais ce qui est paradoxal, parce que Yannick Olivier, enfin, moi je le connais pas personnellement, mais j'ai eu des échos, ils sont très ouverts, ils ont des commissions numériques, ils sont assez moteurs, ils veulent faire évoluer les choses. Je me dis, mais c'est compliqué d'ouvrir le moteur de Sidonie. Bon, mais c'est dommage parce que du coup on arriverait à l'ouvrir et à l'entraîner, quitte à ce que ça soit fermé avec une notification. Il faut vraiment, tu te connectes avec ton compte CNCC, du coup tu as accès au moteur. Mais ça, c'est le genre de truc, typiquement, on râle toujours les confrères. En plus, déjà les comptables, ça râle, mais alors les comptables français, ça râle tout le temps, sur les cotisations. Mais demain, on te dit, on vous a mis un moteur, vous pouvez lui poser des questions, il te bon le rapport, ou il te fait une synthèse par rapport à ton secteur d'activité, des nouvelles notes de la compagnie. Enfin, mais je paye quoi. Je paye $20 ChatGPT, mais je suis prêt à payer. En plus, ça passe en charge 40 € la CNCC en plus par mois. Donc tu vois, 500 balles. Donc t'imagines si tu fais moi un petit CAC, hein, parce que je suis un petit commissaire au compte, qui a 2 mandats. Si je suis prêt à payer 500 balles, tu multiplies par le nombre de CAC, on a de quoi payer, on a de quoi entraîner le modèle de langage largement en fait. Dracaris aussi pourrait le faire. Moi, je le mettrais plus dans Dracaris, toi qui as un fonds d'innovation. Alors même si c'est compliqué les affaires en ce moment. On va clore la parenthèse Dracaris, mais tu as la partie ordre national qui est aussi très moteur. Ils sont là, ils sont occupés avec la facture électronique. Quelqu'un m'a dit, Fabrice, on a des priorités, on peut pas tout faire. En fait. On n'a pas un budget extensible, mais pourquoi pas. Du coup, après, peut-être qu'on aura fait ses preuves. C'est assez rapide, du coup, pour pouvoir développer un langage. Regarde, je te donne un exemple concret. En blockchain, avec Sana, on avait mis le diplôme, le H, du coup, l'empreinte numérique du diplôme du DEC des candidats dans la blockchain Bitcoin. Donc tu vois, c'était un POC, hein, c'était un proof of concept, mais on l'a fait. Et sur l'IA, je pense que ça va venir plutôt d'acteurs indépendants comme moi, Yves. Enfin moi j'aimerais bien le faire. Il sera pas parfait, mais dire on s'y est intéressé et après c'est une question de budget parce que moi je rappelle, hein, moi je suis pas KPMG, hein, moi je fais pas des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc moi à mon modeste niveau, je peux mettre, allez pour 500 €, je suis prêt à payer pour développer mon propre petit moteur. Après, à 2500, 5000 €, enfin, j'ai des collaborateurs, j'ai un local, j'ai quand même des charges aussi, je peux pas me permettre, tu vois. Donc, mais demain, clairement, il faudrait que la profession, mais c'est pas indispensable. Toi, les avocats en parlent. Les avocats sont toujours un peu précurseurs. Et du coup, mais moi, je veux dire, c'est indispensable qu'à terme, on puisse avoir, donc que ce soit ChatGPT ou Llama ou n'importe quel modèle de langage open source, qu'on puisse l'entraîner. Et le dégainer, il sera pas parfait. Donc les confrères, comme d'hab, vont voir les 2% d'erreur, alors que ça marche bien à 98%. Mais tu dis, mais si à 98%, ça marche bien. Et surtout, on te garantit la confidentialité. C'est géré par le CSO, pardon, le Conseil national, ou la compagnie, ou ECMA, ou je ne sais quoi, satellite de l'ordre. Donc du coup, en gros, je vais caricaturer, ça fait partie de la maison. Donc du coup, on est sûr que ça va pas être exploité par des tiers. Bah banco, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, mais alors tu sais, les Yaka Faucon, Bien sûr. après, mais les conseillers sont pas les payeurs. Mais du coup, moi je rêverais et je me dis ça c'est le prochain gap. Là, on a le gros morceau, la facture électronique pour les 3 ans, qui a un vrai enjeu clairement où c'est assez important. Mais ça n'empêche pas peut-être d'avoir un petit peu une sorte de labo de R&D. On se dit on va tenter. Tu vois, on a bien Invest à Paris, l'incubateur. Il y a un autre incubateur à Marseille, je ne me rappelle plus lequel. Enfin, je fais pas trop la différence entre les accélérateurs et les incubateurs. Tu dis on pourrait tenter d'entraîner un premier modèle. Ça marchera peut-être pas, mais on peut pas un peu au modèle anglo-saxon. On va dire si t'as essayé, t'as échoué. Bah c'est pas grave, t'as essayé. D'accord, plutôt que de dire ah non on a échoué, ça nous a coûté tant. Bah oui, mais au moins on a essayé. Ça nous coûtera plus cher, à mon sens, de pas essayer, de peut-être de pas réussir, de voir les défauts, plutôt que de ne pas essayer. En plus, c'est important, tu vois, le congrès c'est sur la data, c'est de la data. Sur le congrès, je parle de Montpellier 2023.
Mais allez, on va être sur du pratico-pratique. Là, ce qu'il faudrait qu'on conseille aux confrères, bah, tu me dis, hein, tu passes derrière moi pour dire si c'est bon ou pas ce que je dis. Se dire déjà, on met de l'anonyme, on met pas de données de nos clients et qu'il faut toujours vérifier que ça reste quelque chose qu'on va pas automatiser. On anonyme et on fait ça. T'es d'accord? Tout à fait. Je suis en train de modifier un script, justement, mon prompt, en fait, où tu copierais un texte, et je suis en train de voir, alors ça va être un peu compliqué, mais en gros, ça serait pour rendre anonyme. C'est dès que je vais voir monsieur, je supprime le texte qui est juste après monsieur, madame, SAS, en fait, toutes les formes sociales, pour déjà virer tous les noms de société. Et ça serait en automatique, c'est-à-dire que tu fais ton prompt comme chez lui, là, tu sais, avec mes filtres et tout, Bien sûr, et à ouais. la fin, tu copies-colles ton texte si tu veux, et automatiquement, moi, mon script va repasser derrière et supprimer. Donc, je suis en train de réfléchir pour voir comment je peux le faire, pour que ça soit, pour éviter que, puis une fois que c'est envoyé, tu peux pas supprimer, hein, Bien sûr. pour envoyer ça. Donc oui, clairement, pas de données, pas de données, des clients. Attention aux API, du coup, quand tu te connectes, parce que c'est envoyé à des services tiers. Moi, j'ai pas confiance. Donc attention à ce que tu connectes, hein, du coup, notamment sur les PDF. Attention, faut pas que ce soit des PDF. Par exemple, tout ce qui est sur ces données, je le rappelle, il y a un gros copyright CNCC. Tu ne peux pas. En fait, c'est vraiment, peut-être que je suis trop frileux, mais moi, dès que je vois ça, non, je sais pas, je respecte. Comme je suis auteur, si tu veux, j'écris des bouquins, Mais tu as raison. je me casse le cul à écrire, donc du coup, t'as rien de pire quand quelqu'un te pompe ton contenu. Donc du coup, et quand c'est sous copyright, tu peux pas. Donc le donner décemment à une API qui a envoyé je ne sais où, qui va faire un traitement automatique sur les données que tu lui as envoyées, moi je peux pas. Personnellement, je n'y arrive pas. Donc attention aussi aux éditeurs qui vont te dire ouais, ils sont connectés avec ChatGPT. Ouais, d'accord. Mais tant que j'aurai pas une attestation RGPD, c'est chaud hein, de transmettre le secret professionnel des experts comptables, il est absolu. Hein. On est relevé que devant un tribunal hein, pour se protéger nous-mêmes. Hein. Donc tu vois, il est quand même assez chaud patate le secret professionnel. Donc du coup, clairement danger, et surtout former les collaborateurs parce que t'as un petit jeune qui rentre. Il va pas le savoir hein, en fait, hein, et il va te balancer des noms de gens, des chiffres, et le pire, c'est qu'imagine si tu balances ça. Je l'ai jamais fait, hein, mais imagine tu fais des prompts où tu tapes SAS machin et il te recrache du texte d'un autre prompt de quelqu'un. Il peut retrouver, ouais. Ça faut le dire, on peut retomber. Je dis une bêtise, je vais mettre SAS du Florent Dufour. Je l'entraîne, je lui dis tout le temps Florent Dufour et pas derrière. Quelqu'un qui met mon nom peut peut-être récupérer mes données parce qu'on l'entraîne en fait. Hein. C'est une base de données, donc attention là-dessus. Par exemple, les conseils de surveillance, ou quand tu lui demandes de résumer un rapport de conseil d'administration, je parle pour les CAC notamment, hein, où tu te retrouves avec 50 PV, comme on le connaît tous, hein, auditeur junior, et tu as une demi-journée pour résumer tous les PV. Ok. Le petit jeune, il va tout foutre dans le chat GPT. Donc, il y aura toujours le nom de la société, les noms des administrateurs. Moi, demain, je suis malin, j'attends 2-3 ans et je vais taper soit le nom des administrateurs. Je dis, tiens, ChatGPT, j'ai le conseil d'administration telle société, tel administrateur. Est-ce que tu peux faire quels sont les points, les actualités des 12 derniers mois de la société? Il va voir dans sa base de données, si le moteur est entraîné avec, en temps réel, parce que c'est ce qui va se passer. Le moteur était figé, mais là, en fait, il va se faire en temps réel. Il va s'actualiser en temps réel et il va te recracher les réponses. Potentiellement qu'il a lu dans des questions précédentes que des confrères ont posées. Donc, il faut être comme moi, ça me fait un peu peur, mais à voir. Pour ça que je préfère les modèles de langage que tu entraînes en local. Donc, en tout cas, on retient, c'est ultra puissant, mais on fait attention à la sécurité aussi et former les collaborateurs. Bon, là, on s'est fait un peu peur. Maintenant, on va aller sur le positif. Donc, là, on est sur un podcast de marketing. Je voulais savoir, dans un premier temps, comment toi, tu l'utilises au quotidien d'un point de vue marketing. Là, actuellement, tu t'entraînes, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, tu sais que moi, niveau marketing, j'ai pas de site internet, hein, si les gens me cherchent, c'est volontaire. Non, mais en fait, je t'explique. J'ai jamais eu de site internet. Pourquoi? Parce que, comme j'étais avec Frédéric aussi, qu'est-ce que tu veux créer un site quand le mec, il gère ton timeline, il gère le référencement, son métier, c'est que ton contenu soit vu. D'accord? Il sait exactement, c'est un tueur, Frédéric. Il sait exactement à quelle date il faut envoyer il faut parler de tel sujet, limite à l'heure à laquelle précise il faudrait le faire, c'est plutôt matin, après-midi, quelle taille de contenu, parce qu'il sait dire si la personne est restée ou s'est barrée en cours de route. Tu vois, ce genre de choses. Donc moi, au niveau marketing, j'ai un peu évolué parce que la taille du cabinet faisant que maintenant, il faut communiquer un peu plus. Donc moi, j'avais fait plutôt le choix d'être plutôt sur réseaux sociaux, donc Twitter et LinkedIn. LinkedIn, je suis admiratif de toi parce que vous avez une démarche structurée de contenu et de production comme Sana. En fait, comme certains le savent, je suis assuré avec ça. Ou Sana, pareil, c'est une tueuse là-dessus parce que moi, je fais un peu du contenu, ce que j'appellerais coup de cœur ou un truc coup de cœur. Donc ça plaît à une certaine typologie de ma clientèle. En gros,
je fais un truc, mais j'en attends rien derrière, en fait, si tu veux. Enfin, je vais faire un tweet, toi, comme le prompt. En Ouais, fait, sur le le prompt, prompt, ouais. je l'ai fait surtout pour moi, en fait, au départ. Ça va m'amuser. Je me suis dit, tiens, je vais faire un tweet. Voilà, toi. En fait, je me suis pas dit, tiens, je vais te faire un tweet pour parler de tel truc. Non, en fait, je suis pas dans cette démarche-là. En fait, donc les gens le savent, donc je fais pas du contenu vraiment purement marketing, en fait. J'apporte plutôt du contenu. Et après, les gens, si ça leur plaît, ils vont me contacter. Euh, Par exemple, toi, là, j'en ai fait un sur OnlyFans parce que j'ai une question et je me suis dit, bah, tiens, ça voudrait peut-être que je fasse un peu de contenu sur OnlyFans, VIP. Donc, ça fera sourire les jeunes auditeurs, hein. Parce que les anciens, ils disent, c'est quoi OnlyFans? J'ai dit, bah, tu vendras à tes enfants. Donc, du coup, donc voilà. Donc, du coup, sur la marketing, on est en train de structurer. Et en fait, donc, j'aime bien les tweets, mais le problème, c'est que j'ai pas le temps de faire, d'avoir une démarche de, par exemple, toi, je pense que tu planifies tes tweets, ça va les planifier aussi. Moi, c'est pas mon cas. Moi, tu vois les horaires, je tweete quand je veux. Ça, je m'en fous. Donc, Frédéric m'a dit plusieurs fois, mais t'es con, pourquoi t'as fait ça un week-end? T'aurais dû le faire à tel moment, ta cible, elle est pas là. J'arrive pas connecté à cette heure-là. J'ai dit, ouais, je m'en fous. C'est pas un sujet pour moi. Donc, maintenant, ce que je commence à faire, c'est que dans le prompt, je lui ai dit, par exemple, fais-moi la réponse. Je veux, tu peux choisir dans une liste de Hollande que ce soit un tweet avec des smileys ou un contenu adapté à LinkedIn, dont la cible, et je sélectionne la cible. Donc, c'est comme ça que je commence à l'adapter. Il faut le retravailler, hein, parce que moi, comme je suis plutôt orienté crypto, il dit des conneries, hein, donc tu es obligé de le retravailler, forcément de relire, de crocher, mais il te fait gagner un temps fabuleux parce que tu peux lui demander, prépare-moi, voilà, je lui donne mon article, je dis voilà, je voudrais que tu me prépares un tweet, une proposition d'infographie, avec les thèmes, hein, parce qu'il va pas te faire l'infographie, après il faut utiliser un autre outil, une carte mentale rapide que je préfère, ou quelques tweets humoristiques avec des hashtags un peu rigolos qui parlent de l'actualité maintenant, en ce moment. Et ben il te le fait nickel. Et globalement, et ben c'est propre. Là j'en ai fait quelques-uns, bah j'aurais pas fait mieux en fait. Donc c'est plutôt comme ça que moi je l'utilise dans ma campagne marketing. Je lui demande pas de faire toute une campagne marketing si tu veux. Et là, pour certains, je suis en train de créer une antenne à Château-Thierry, donc à 1h15, 1h30 de Paris. Et c'est pas la même typologie de clientèle. Donc, toi, par contre, là, c'est pas des gens, alors, ça fait très parisien ce que je veux dire, ça je précise. Je suis bourguignon, je viens du Morvan, hein, donc je ne suis pas de la bourgeoisie parisienne condescendante. C'est juste que c'est pas la même typologie de clientèle entre Paris et la province. Et là, par contre, toi, je vais avoir toute une réflexion sur une stratégie locale. C'est-à-dire, pareil, local, mon collaborateur est de là-bas, hein, il est originaire de là-bas, il est très implanté, il connaît. Quand j'ai été voir un local pour prendre un bureau, et en fait, mon collègue, on se baladait, c'est une petite ville, enfin, petite ville, toute proportion gardée, Château-Thierry, mais Kevin, on est peut-être resté 2h30 en ville, il a passé tout le temps, il serrait des mains tout le temps. Donc, il connaît un nombre de personnes énorme. Donc, tu vois, par contre, mon contenu marketing, il va falloir que je l'adapte au niveau local. Donc, se renseigner, par exemple, par rapport à la ville, par rapport à son histoire, toi, pour faire des tweets ou une communication ciblée par rapport au contexte, à ma zone d'achalandise locale. Et tout ce travail-là, il est hyper fastidieux d'aller se renseigner, machin. Et ChatGPT, il va te le faire. Tu dis, vas-y, donc tu lui expliques le contexte. Donc tu dis, donc ça va être un gros laïus. Hein. Tu dis que tu veux développer dans ce contexte local. La vie, c'est ça. La zone d'achalandise, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de l'histoire? Comment est-ce que je pourrais, du coup, adapter ma stratégie? Qu'est-ce que tu conseillerais? Et surtout, il t'ouvre les chakras. Plutôt que de payer parfois du consulting, tu vas dire, bah, qu'est-ce que toi tu conseillerais comme bonne stratégie marketing pour faire ça? Alors, des fois, il dit de la merde, mais des fois, il va te dire, ah oui, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Et ben, du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il va t'ouvrir des fois des portes, il va t'ouvrir l'esprit sur des portes que tu n'aurais pas pensé au départ. Donc, c'est comme ça, parce que moi, je suis pas un maître Jedi comme toi. Moi, je suis un padawan, au niveau marketing, quoi. Donc, du coup, je vois les choses un peu naïves, je découvre. T'en as un autre qui est excellent, c'est Guillaume Thomas, c'est un tueur au niveau marketing. Clairement, et ben du coup, lui, toi, par contre, je pense qu'il va vraiment l'utiliser à fond pour sa stratégie marketing. Moi, je suis pas dans cette démarche-là. Moi, c'est un complément. C'est pas vraiment l'axe principal de développement. Mais par contre, c'est très puissant comme moi, pour les gens comme moi, dans le sens où on a accumulé un retard du coup sur cette stratégie digital marketing. Ce qui est paradoxal par rapport à ma typologie clientèle, hein, sur les cryptos. Mais comme je travaille sur la prescription, mais là, je suis obligé on va dire, de rattraper mon retard. Et ChatGPT est super intéressant là-dessus. Par contre, il remplacera jamais, bien entendu, comme un expert comptable, c'est-à-dire un consultant dont c'est le métier. Toi, Alexis, enfin toi, des gens qui sont spécialisés dans le domaine, du coup, en fait, ça remplacera jamais cette expérience, en fait, ce vécu. On en parlait avec Alexis, toi, il y a pas longtemps. C'est sûr que ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Ça ouvre les chakras, comme tu dis, ça donne des nouvelles idées. Ça remplace pas, mais ça nous permet de faire un meilleur travail et d'aller plus vite.
Il y a d'autres exemples aussi par les mails. Tu sais, des fois, tu te retrouves avec un client, tu sais pas comment tourner la chose. Et bah, ça te permet d'ouvrir de la façon d'être plus bienveillant quand on a du mal ou voilà. Ouais, en fait, je vais parler franchement, ouais, le client est un con. Il est de mauvaise foi, machin. On lui a donné les éléments, machin. Je voudrais le virer, mais bon, je peux pas le virer brutalement. Du coup, essaye de me proposer un email en mettant les formes, voilà, en disant, en gros, lui faisant comprendre les torts sont plutôt de son côté que du mien. Voilà. Donc, toi, c'est un matin, t'as pas envie de t'embêter, de te creuser l'esprit, bah, il va te faire ça proprement. Et du coup, toi, j'ai fait le test sur certains mails, et ça marche, en fait. C'est ça qui est génial, où tu as un retour, où tu dis, j'aimerais bien que le client, bah, qu'il revienne vers moi, comment je peux solliciter son attention, pour qu'il revienne vers moi. Et là-dessus, on n'est pas des communicants, hein, les experts comptables, loin de là. Donc, du coup, là, il te fait une proposition. Après, c'est toujours toi qui décides d'envoyer ou pas le mail. Mais, c'est quand même très puissant, je trouve, sur ce genre de cas un peu difficile, bah, c'est pas mal. Ou du contenu, tu dis voilà, je voudrais parler de la facture électronique à des gens qui ne connaissent rien, bah il va éliminer tous les termes techniques. Du coup, toi, il va essayer de simplifier ou explique comme à un enfant de 3 ans la facture électronique. Ça, c'est ultra important parce que malheureusement, dans la profession, on a tendance à trop. Le mot vulgariser, on veut pas l'entendre. On veut faire trop du technique et malheureusement, nos clients, ils comprennent pas. Donc c'est un vrai sujet là-dessus. Du coup, sur la partie email, où moi je l'utilise massivement sur la partie email, enfin massivement. Vraiment quand j'ai lu, je sais encore écrire un email. Mais du coup, il y a encore le mail, comme on dit, un email n'est pas un vecteur de communication. Dès qu'un email dépasse, on m'a toujours appris, où ta question, réponse, question, on s'appelle. Ça devient une conversation. Le mail, c'est pour transmettre de l'information formelle, pas pour échanger de l'info et encore moins des factures. Mais bon, malheureusement, les clients, des fois, sont mal dressés. Donc on a quand même des pistes d'amélioration sur les emails, clairement, pour les améliorer dans notre stratégie de communication auprès des clients ou de transmission d'informations. Et ça, c'est un super outil, clairement. Ou si tu fais une conférence ou des webinaires qui te le synthétisent sous forme de fiches, en fait, ça t'économise un temps de travail où il aurait fallu un apprenti, une assistante qui soit là, qui écoute, et elle va mettre 2 heures. Elle va t'écrire le truc, ça t'ira pas, parce que les experts comptables n'est jamais satisfaits. Là, ChatGPT, il va potentiellement, il va te faire une carte mentale, il va te faire plein d'outils que tu peux transmettre gratuitement. En plus, les gens ont payé pour la conférence, mais en plus, tu vas leur fournir d'autres outils. En plus, que tu n'aurais jamais eu le temps ou la flemme de faire, faut l'avouer, en plus. Ça nous fait économiser du temps. Exactement. Bon, là, on est parti sur le marketing, mais bon, on va revenir sur le pragmatique, ton quotidien, toi. Toi, en qu'expert comptable, comment ça a changé ta façon de faire? Et en dehors de la com, comment on pourrait l'utiliser? Alors, moi, ça surtout, sur un aspect très spécifique, sur le code Python. Tu vois, il m'a débloqué les situations, tu lui dis, donc, j'invite tous ceux, vraiment. Message solennel. Si vous ne connaissez pas Python, ChatGPT peut vous aider. Non, mais Python, avec les API, franchement, tu peux faire des trucs, pour ceux qui s'intéressent, c'est fabuleux. C'est dur au départ, ça rappe, on va dire, c'est un peu sec, mais après, c'est génial. Et surtout, il vous corrige le code et il te donne le code. Et tu peux lui dire, ouais, mais ça, je comprends pas ce que tu as fait là. Il vous explique, mais comme un enfant de 3 ans, ce qu'il a fait. Du coup. Alors, faut avoir les bases, hein, c'est logique, hein. Mais après, il t'explique et il t'améliore. Et moi, il m'a débloqué, il m'a fait gagner, mais peut-être 1 mois de développement sur des morceaux de code, où j'étais bloqué. Et ben, il te débloque la situation. Donc moi, toi, sur cette partie-là, il est indispensable, mais y compris pour VBA. Je dirais VBA, pour ceux qui disent Python, c'est l'informaticien. Mais VBA, qui est des macros, qui sont, c'est le langage derrière les macros Excel. Mais il peut vous aider. Tu dis, oui, moi, je sais pas ce que je dois faire, je comprends pas. Tu dis, il va te dire, ouvrez, faites Alt F11. Ça vous ouvre, du coup, l'interpréteur. Copier-coller à tel endroit. Lancer via tel bouton. Et ou appuyer sur F5 et ça lance le code. Il va te le dire vraiment pas à pas. C'est ça qui est génial. Moi, je l'utilise donc sur la partie programmation, les emails, comme je t'ai dit, les tweets de temps en temps, les contenus d'articles où je dis, voilà, j'ai telle thématique, je voudrais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il te dit, ah oui, c'est pas mal, mais vous éludez tel effet. Après, tu lui dis un fameux prompt génial, tu dis, ouais, je voudrais un truc un peu pour niveau assez élevé, spécialiste. Et là, il va te dire, ah oui, mais vous avez omis de traiter de telle partie, de tel truc, machin. Tu dis, ah oui, putain, en fait, il a raison, le con. Ça, il est bon. Hein. Donc, du coup, tu dis, ah oui, ça, je l'avais pas vu. Donc, sur mes articles, on va ouvrir les chakras. Après, je suis très regardant sur les API, ce qu'ils font tout nouveau. Par exemple, j'avais codé un truc, en fait, où tu avais des mots-clés en anglais, liés au domaine de la compta, dans un fichier Excel, un CSV. C'est-à-dire une ligne, il y avait un mot. D'accord. J'ai fait un code où, en fait, il ouvrait le fichier, il récupérait le mot, il interrogeait OpenAI, enfin l'API, du coup en démat, il récupérait la réponse du prompt en format démat, et il recommençait comme ça. J'avais fait une boucle. Et du coup, j'aurais pu écrire un bouquin
sur les principaux termes financiers en anglais, du coup, liés à notre compta. Et je lui demandais un exemple dans le contexte professionnel. Donc, t'imagines, j'aurais pu écrire un bouquin que j'aurais vendu sur Amazon, hein, du coup. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai fait et ça te prend pas longtemps à faire, à coder ce genre de choses. Donc, on a ça. Donc, par contre, j'attire l'attention. Moi, tu vas peut-être aller dans mon sens. J'appelle ça une roue. Je m'explique. ChatGPT, il se nourrit, enfin, tous les modèles de langage se nourrissent de texte. D'accord? Mais ce texte, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il est écrit par des humains. Là, on va multiplier par 10 le contenu produit, on le voit déjà, par les intelligences artificielles. Sauf qu'on va donner ces textes, des fois, qui sont un peu insipides. Je pense que tu as vu sur les textes un peu longs, ils se répètent. Donc, tu vois, on va dire, on va être franc du texte de merde, du coup, on va lui donner ça au futur langage, au futur nouveau langage, on va les entraîner là-dessus. D'accord? Mais c'est comme le sport et la nourriture. Si tu donnes de la mauvaise nourriture à ton corps, bah, tu vas grossir. C'est exactement la même chose. Mécaniquement, si on donne de la mauvaise donnée d'apprentissage au futur langage, on aura une mauvaise qualité. Donc c'est ça que je crains un petit peu, c'est que la qualité, alors pour l'instant on est tous impressionnés, mais j'ai peur qu'à horizon peut-être 2-3 ans, si le contenu explose sur Internet, qu'il est entraîné avec ce mauvais contenu de mauvaise qualité, mécaniquement ça fera des réponses de mauvaise qualité, sans compter les deepfakes et la désinformation. Ce qui est d'autant plus important du coup, il va falloir entraîner nos propres modèles. Moi, la solution, c'est qu'on paiera pour avoir accès au modèle de langage des avocats, au modèle de langage des experts comptables, ce genre de choses. Donc, dans mon quotidien, email, LinkedIn, Twitter, programmation, principalement, à l'heure actuelle. Et puis des questions, des fois, de culture générale, où je m'amuse, quoi. Et la formation, c'est-à-dire créer un plan de formation, mais de manière ludique. Du coup, sur une thématique que tu as envie d'apprendre. Là, j'étais sur la diététique, parce que j'ai une période fiscale difficile. Donc, comme les experts comptables, on va dire que mon volume a triplé. Donc, tu te dis, bah, comment, machin, la diététique, apprends-moi les quelques bases entre les protéines, glucides, les lipides, comment ça se répartit, voilà, le rééquilibrage alimentaire. Après, il faut vérifier, hein, parce que tu joues quand même avec ta santé, mais tu vas quand même après, où tu lui demandes de citer les sources. Et ça, avec la nouvelle API, avec la version payante, il peut te citer les sources. Donc après, tu vas voir des sources officielles. Donc j'utilise plus comme ça maintenant. Je regarde ce que les autres font, généralement aussi, pour tester. Et après, être dans l'apprentissage continu. Et bien entendu, esprit critique. Ne pas prendre pour argent comptant ce qu'il te dit. Toujours. Mais c'est faux, on le répétera jamais assez. Et je pense qu'on aura vraiment, on a eu des formations justement l'esprit critique. Clairement, leur montrer, par exemple, il y a un exemple con qui est célèbre. Hein, je sais pas s'ils l'ont corrigé. Mais tu lui demandais qui était présidente de la France. Cite-moi une des présidentes un président femme de la Ve République. Ben, il te cite Simone Veil. Bah là, tu lui réponds, bah non, mais Simone Veil, elle a été ministre, mais elle n'a pas été présidente. Et là, il te répond, ah oui, effectivement, ah, mais désolé pour cette erreur. Tu dis, attends, t'es con là. Donc, non, c'est pas possible. Donc, et tu lui dis, t'as vérifié? Il fait, oui, c'est bon, j'ai vérifié. Et c'est ça qui est le temps plus dangereux, c'est qu'il faut, pour ça que le prompt va être hyper important. Et lui dire, par exemple, si tu ne sais pas, tu dis que tu sais pas. Tu vois, faut vraiment le dire. Mais ça, personne ne le fait. Viens, quand tu demandes, du coup. Tu vois. Donc, c'est ça qui est important, du coup, à mon sens, du coup. Et après, pour la synthèse de contenu, je suis en train de le faire, parce que moi, je lis beaucoup de trucs, cours des comptes, machin. C'est pour ça que je tweete des trucs un petit peu en avant-première, comme j'adore. Quand je suis le premier à avoir le truc sur Légifrance, on est on est trois, je peux pas le citer, on est deux, enfin 2-3, avec des grands malades, où t'as le premier qui découvre le contenu sur, genre, quand tu modifies la convention collective, les experts comptables, donc toi, c'est une fois de temps en temps. Et du coup, t'es le premier à l'avoir vu, genre, je l'ai vu, cet animal, c'est moi, je suis le premier. Donc, du coup, j'aime bien, j'ai une veille assez importante. Donc, du coup, le matin, sur de la documentation, du coup, je lis pas mal de trucs. Il y a des fois, un rapport d'éco des comptes qui a l'air super intéressant, mais même la synthèse, elle fait 34 pages. Je me dis, vas-y, mais 34 pages, j'ai pas le temps, moi. Donc, du coup, donc tu dis, il faut me faire une synthèse en une page, quoi. Et ça, je pense, ça, on peut lui demander, donne-moi les 4 points clés, d'accord? Et ce que j'attends après, moi, de ChatGPT, ça serait qu'il te synthétise de l'information. Tu dis, voilà, moi, je suis abonné à tous ces sites-là, fais-moi ou sur les tweets, par rapport à tes abonnements, qui te citent les trucs les plus importants. Moi, je l'utilise sur la partie, en fait, de tout ce qui est veille documentaire, où là, ça nous permet de faire des grosses synthèses. Comme tu dis, on n'a pas le temps, donc ça permet de faire les points essentiels. Je l'utilise aussi d'un point de vue, moi, pour les formations, en fait, s'organiser, faire des plans de formation. Je l'utilise aussi pour tout ce qui va être le processus. Voilà, je me mets, ouais, quelles sont mes tâches, et quelles sont les tâches que je peux automatiser, ou peut-être lui demander des fois, voilà, je fais cette manière de faire ce process, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus rapide ou plus efficiente?
Et là, des fois, ça vous fait gagner du temps ou une remise en question aussi de nous, en disant, bah là, tu perds du temps là-dessus, fais comme ça et faire du test. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis d'accord. En fait, on est encore en phase d'apprentissage, hein. On n'est même pas à la phase de l'adolescence. L'outil, il a même pas un an, hein. Il a 6 mois. Après, il faut tester. Je pense on sous-estime ce qu'il y a des nouvelles innovations qui arriveront avec cet outil-là. Après, voilà, il y a quand même des biais. Il y a quand même, faut faire attention dans son utilisation. Après, le potentiel est assez énorme, quoi. Mais c'est là où tu vois un décalage par rapport à notre profession, c'est que toi, on a encore à faire de la saisie sur des données structurées ça s'appelle une facture, quoi. Donc tu te dis, c'est ça qui est un peu frustrant parce que quand tu vois ce qu'est capable de faire ChatGPT, du coup, et nous, quoi, et tu te dis, nous, attends, en fait, c'est pas finalement très compliqué. Une facture, elle est contextualisée par rapport à une relation contractuelle entre un fournisseur et un client. Dans un secteur d'activité, et en plus, tu as le détail de la prestation. Bah, il pourrait statistiquement, pareil, c'est des probas, dire bah j'affecte tel compte comptable. Du coup, tu vois. Je vais te donner un exemple là que j'ai utilisé justement. C'était sur la recherche d'un prompt. Je me suis mis un test en disant voilà, fais-moi une synthèse en France de l'e-commerce en 2002 en prenant comme source la fédération du e-commerce. Je vais taper ça. Bon, je l'ai mieux formalisé bien sûr que ce que je dis. Et derrière, bah moi je connaissais pas trop le e-commerce. Ça m'a permis d'avoir les grandes tendances, les gros acteurs, quelle est l'utilisation. Et ça permet en fait, quand vous allez recevoir un client, vous voulez prendre un nouveau secteur, bah tiens, je sais de quoi je parle, j'arrive à quoi connaître. Ouais, après, quand il sera connecté avec des bases de données, t'imagines par exemple sur ton prospect, où tu dis bah renseigne-moi sur telle société, et il va se connecter dans toutes les bases, et il te fait une synthèse un petit peu du secteur d'activité, du contexte de la société, de son ancienneté, des bilans, les chiffres clés, le dirigeant ce qu'il a fait, c'est quoi son CV, du coup il peut te dire ah ouais mais il a fait ça. Enfin, t'imagines si on pouvait avoir ça, c'est que t'arrives en réunion, t'as 15 pages que t'as pu lire dans le métro ou avant, et du coup tu as toutes les informations, assez intéressantes. Euh, alors je précise, lu dans le métro, bien entendu avec un filtre de confidentialité, par heure de pointe avec 50 personnes derrière. Du coup, en gros, où tu as pu t'acculturer tu vois, du prospect, t'es dans la phase plus que la phase de découverte, d'approfondissement, où t'arrives pas naïf. Du coup. Et ça aussi, moi j'y vois pareil, mais ça n'existe pas encore. Mais tu vois, ça c'est un cas d'usage à avoir. On pourrait l'appeler prospector. Et ben en fait, où il se connecte à toutes les bases et il te montre ton truc. C'est juste un prompt à créer en fait. C'est un prompt. On dit voilà, je vais rencontrer, tu l'expliques. C'est pas très compliqué fondamentalement à faire, quoi. Ouais, c'est juste, à l'heure actuelle, c'est sur la sécurité de toi. Moi, je me laisse sur des données sectorielles ou autres où ça n'a rien à voir avec notre secret professionnel ou notre client. Donc, on peut avoir des grandes tendances qui nous permettent, et comme tu dis, plus tard, peut-être dans 1 ou 2 ans, ou même encore plus tôt, ça va arriver, hein. Ça change tellement vite. Maintenant, allez, une question. Est-ce que tu peux t'en passer au quotidien? Alors, mon passé, alors c'est pas une drogue. On va dire, pour le code, oui, le code c'est indispensable. Clairement, je reviendrai pas en arrière. Pour la partie après mail, on va dire, c'est un assistant plus. En gros, c'est comme quand t'es habitué, t'as ta petite assistante ou assistant, et puis bah il est pas là. Donc tu diras bon, bah tant pis, je le ferai demain ou après, ça attendra quoi. Mais ça ne fait pas une frustration telle que t'en es malade quoi. À contrario. Donc du coup, pas indispensable, mais il y a un manque quand même quand il est pas là. Ça t'a fait changer la façon de C'est travailler, marrant parce peut-être? qu'on personnifie ChatGPT, c'est quand même assez rigolo. On croit que c'est une personne. Mais du coup, oui, ça, non, pour l'instant pas encore, pas totalement, parce que je suis encore en phase d'exploitation. Du coup, ça m'a aidé pour certains articles, bah, tu vois, par exemple, sur la relecture ou la reformulation. Tu dis voilà, j'ai fait ça, l'idée clé c'est ça. Je voudrais est-ce que ce que j'ai écrit, je ne demande pas forcément de reformuler, hein. Voilà, j'assume mes propos, puis c'est mon style d'écriture. Donc je dis par contre, est-ce que l'idée passe, ou quelle est l'idée clé que tu vois derrière ce texte-là? Et du coup, il te résume, tu fais, bah non, en fait, mal écrit. En fait, c'est pas ça l'idée clé, quoi. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois, comme un assistant, mais qui est pas indispensable. C'est juste ennuyeux quand il est pas là. On peut aussi dire qu'on peut utiliser pour donner des tendances. Par exemple, j'ai le secteur, je reprends le e-commerce. Comment lui, il voit la tendance en se posant la question? Toujours avec l'esprit critique, hein, on le précise, hein, mais ça permet Ouais, de s'ouvrir. ouais, mais le problème, c'est là, ça reste dans en général. Mais par exemple, je sais pas, tu vas dire, alors désolé, hein, mais Là, c'est les gens vont dire que je suis très orienté, mais je sais pas, genre, tu demandes le e-commerce des sextoys.
Tu vois, c'est un domaine ultra spécifique où les gens communiquent pas trop en général là-dessus. Bah, tu vois, voilà, c'est quels sont les chiffres clés par rapport à ça. Bah, toi, ils risquent de te sortir des trucs plus général. Du coup, sur le e-commerce en général, sur le commerce de meubles, toi, bah, tu dis, bah non, c'est un peu plus précis que ça, quoi. Et c'est en fait sur certains secteurs d'activité, ça va être très, où je pense quand tu vas vouloir faire du marché de niche. Là, je me méfierais. Tant que tu es sur un truc général, genre, je sais pas, tu fais les kinés, voilà, je pense que là, ça marchera sur un contexte général. Je pense que ça marchera. Après, je me méfierais voilà, sur du sectoriel ultra spécifique ou avec une très forte saisonnalité ou ce genre de choses. Mais par contre, comme on le dit, ça t'ouvre les chakras. Donc, ça t'ouvre des choses que tu n'aurais pas forcément pensé. Et un domaine où on n'en a pas parlé, mais quand tu es auditeur junior, d'accord? On a tous eu hein, ce moment, comment dire, un petit peu chaud patate, où on t'envoie au casse-pipe voir le directeur financier pour parler de l'activité, hein, que tu connais pas le secteur. Donc t'imagines, nous on était dans les coopératives agricoles céréalières, où tu as les prix de campagne, les machins, les poids spécifiques, les factures qu'on appelle le complément de prix pour les huiles. Enfin, toi tu dis c'est quoi les huiles? Bah en fait c'est quand tu as du tournesol, en fait ton prix c'est 98% de la facture. Et une fois qu'on a fait les analyses 3 mois plus tard, tu fais un complément de prix. Donc c'est une facture établie au bilan qui représente quand même 2% du montant de ta facture. Donc ça chiffre vite. Toi, et là tu peux lui dire voilà, ChatGPT, je dois rencontrer le DAF qui est une coopérative, je sais pas quoi. Du coup, quels sont les points clés ou en gros quelles seraient les questions que je peux poser pour pas paraître trop con. Voilà. Ou quelles vont être l'actualité. Et du coup, il va te faire une grille d'entretien. Et je dis pas qu'il faut le prendre pour argent comptant, mais ça te donne des billes pour discuter avec la personne, du coup, et ça va améliorer, en grosso modo, ta note de travail. Je suis comme toi là, tu vois, j'en ai pas parlé, mais je suis en train de faire un espace de prompt du coup pour les confrères, et j'étais en train de faire un prompt pour les grilles d'entretien, d'avoir une grille d'entretien, par exemple pour le recrutement. Un recrutement, on sait jamais quelle pièce y faire, comment faire, des grilles d'entretien qui, bon, on peut le rendre spécifique, mais c'est de se dire voilà par où je vais commencer pour pas se perdre, parce qu'on peut pas être doué partout, et nous permettre quand même d'avoir rapidement monté en compétence, quoi. Bah, là, t'as Romain, il m'a montré, il m'a parlé, tu sais, la méthodologie MISC, tu sais, les typologies de personnalité. Du coup, là, je suis en train de montrer un formulaire, en fait, où les personnes vont répondre. Mais j'ai demandé à ChatGPT, je lui dis, voilà, je dois déterminer les profils MISC. Il faut, pas de problème, je vais vous aider, ok. Je lui dis, bah, par contre, pose-moi des questions, mais pas les questions, genre, je suis plutôt rigoureux dans telle situation. En cas de conflit, je suis plutôt passif actif. Non. Tu lui Non, bien dis, sûr. un truc un peu plus sympatoche. Et tu dis, à la fin, ça fait une pondération, une note, et qui permettra de déterminer le profil. D'accord? Bah, il l'a fait. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc qui est pas mal. Parce que MISC, c'est quand il faut quand même rentrer dedans. Machin. Mais c'est ça où, en fait, il peut t'aider à améliorer tes questionnaires en interne. Tu vois, ça peut être un assistant vraiment, pour le coup, de qualitatif pour ce genre de choses. Mais pareil, il faut bien savoir, le problème, il faut bien savoir la question qu'on lui pose. Par exemple, tu dis comment on calcule une TVA? Mais en fait, c'est con, parce qu'il y a plusieurs régimes de TVA. Une, il va pas connaître forcément, il n'a pas lu le code général des impôts. Il faut toujours contextualiser. Et sur le MISC, bah, toi, c'est le genre de truc où oui, tu vas pouvoir lire le bouquin qui va être très conceptuel, mais par rapport à notre secteur d'activité, où les profils, on est comme déjà des techniciens, donc on est déjà orienté par rapport au MISC. Oui, mais tu dis, au sein du cabinet, bah, il y a peut-être des profils qui vont être un peu plus commerciaux, mais qui sont quand même des gens rigoureux. Parce que c'est des comptables de base. Donc comment j'arrive à les détecter ces profils avec un questionnaire qui change des questionnaires un petit peu rébarbatifs qu'on a l'occasion d'avoir dans les différents tests qu'on peut passer. Un truc qu'on pourrait peut-être dire aussi, c'est que qu'est-ce qu'on doit avoir au minimum pour faire un bon prompt? Donc je rappelle, le prompt, c'est un petit peu la question qu'on va poser pour qu'il puisse nous répondre l'intelligence artificielle. Alors t'as le contexte déjà? T'as quoi d'autre? Alors, je suis en train de reprendre mon petit prompt, du coup. Je fais les questions que j'ai mis. Hop, attends, hop, ça va arriver dans 2 secondes. Tac. Tu vas avoir le contexte de ta demande, le rôle de ChatGPT. Du coup, c'est quoi son rôle? Est-ce qu'il est spécialiste, débutant, genre de choses? Donc, tu lui définis s'il est expert comptable, s'il est collaborateur, si c'est un prospect ou un client, parce que tu peux très bien lui dire de se mettre dans la peau d'un client. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le public qui est visé. Donc, quelle est la cible? Le format attendu de la réponse, un tweet, un email, un article, un message sur LinkedIn pour les réseaux sociaux. La longueur de la réponse, courte. Alors des fois, ils respectent pas les masses. 1 à 2 phrases, 3 phrases, 2 paragraphes, plusieurs paragraphes. Le ton de la réponse, est-ce que c'est formel, informel, convivial, technique, humoristique, sarcastique? Je suis assez sarcastique des fois. Le style d'écriture, est-ce que c'est plutôt journalistique, académique, technique, persuasif? J'ai demandé aussi Telegram, tu sais, pour faire un petit peu comme on voyait dans l'ancien temps, pour Twitter, pour revenir aux fondamentaux de Twitter. Le niveau de détail, est-ce que tu veux un truc succinct, approfondi, exhaustif? Est-ce que tu veux des exemples, du coup, pratiques, des références scientifiques, une étude de cas, des statistiques, des clichés culturels? Les contraintes, est-ce que tu y a des mots-clés à surtout bannir, du coup, que tu veux pas en entendre parler? Ou au contraire, des mots-clés à utiliser?
Et après, tu lui précises la tâche que tu veux effectuer. Voilà. Donc, tu vois, moi, c'est ce que j'ai automatisé pour le prompt, quand même. Si on écoute ce que a dit Fabrice, en fait, c'est plus on va lui nourrir et lui expliquer exactement ce qu'on attend, mieux il va répondre. Si par exemple, Fabrice aurait dit « fais-moi un tweet », ah bah là, ça sortait n'importe quoi. Par contre, le dire que bah tiens, c'est un tweet que je vais écrire tant de phrases, avec tel style. Je veux parler par exemple à un artisan, mais moi je suis expert comptable et je veux essayer de faire de telle ou telle manière. Plus on va apporter en plus, tu l'as dit, des références ou des exemples, et bah lui, ça lui permet de réfléchir et de sortir quelque chose qui est plus qualitatif, on va dire. Il y avait un jeu, je sais pas si toi tu l'as fait, un jeu à la con quand tu étais étudiant. Tu sais, tu donnais avec des copains un mot à la con que tu dois sortir, tu dire monsieur, tu sais, tu poses une question et tu dois sortir le mot à la con. D'accord? Et puis tu montes en crescendo les trucs, c'est improbable pour réussir à le mettre dans une conversation. Et du coup, pareil, ça tu peux jouer avec lui. Où il va pour dire comment, bah tu vois, c'est des mots clés. Tu peux lui demander. Tu dis, par exemple, je veux que tu utilises le mot PPF, tu vois, par exemple, qui est très spécifique. Tu dis, il faut que tu utilises le mot plateforme publique de facturation. Voilà, dans ta réponse, je veux ça. Donc ça aussi, il faut lui dire en fait ce genre de choses. Parce que sinon, genre si tu lui parles de la facture électronique, lui c'est une facture PDF, voilà, il va être à côté de la plaque par rapport à la réforme qu'on a. Donc ça, il faut lui donner des éléments parce qu'il s'est arrêté à 2021. Il n'a pas forcément tous les textes qui sont sortis entre temps. Genre demain, tu lui demandes qui sont les PDP là à partir du mois de juillet, il va pas savoir. Donc par contre, mais ça, il faut lui donner des billes pour pouvoir ou lui donner des éléments pour qu'il puisse les intégrer dans sa réponse. Donc c'est le genre de choses. Donc on voit que le prompt c'est quand même assez dense à produire. Du coup, pour ça que je l'ai automatisé, parce que si tu veux le faire à chaque fois, compliqué. Et c'est ce qui permettra de designer ta réponse vraiment spécifiquement par rapport à ton. Ça serait une réponse qualitative et qui sera moins bateau. Si on commence à le voir des fois dans certains articles, parce que les gens ont pas, ils ont pas le prompt, ils l'ont pas vraiment adapté et du coup ça fait une réponse un peu bateau. Quoi. Mais il y a quand même une façon de parler là, donc je vous le mettrai en lien. Bon, c'est un article en anglais, hein, mais avec l'arbre des idées, en fait, qui propose 4 prompts, où en fait, vous lui posez la question, après vous lui demandez dans le deuxième état 3 solutions, après vous lui dites que ces 3 solutions, quelle est la plus adaptable à votre situation, et quatrième de choisir. Ça permet d'avoir des meilleures réponses, et c'est une façon de parler, comme tu dis. Maintenant, il faut savoir en fait poser une bonne question pour avoir une bonne réponse. Exactement. Mais on revient aux fondamentaux on va dire d'un échange conversationnel entre deux individus, hein. On a un message, un récepteur, un émetteur et un récepteur, et après tu envoies un feedback. Mais pareil, si tu as envoyé une mauvaise information, le récepteur va te répondre une mauvaise réponse. En fait, on revient aux fondamentaux. T'as raison, c'est comme si... En fait, moi, je prends toujours le parallèle avec un expert comptable. Il y a un client qui arrive chez vous et il dit vous pouvez faire ma compta ? Bah, vous dites oui. Mais bon, c'est pas une bonne réponse. Derrière, vous êtes obligé de lui poser des questions. Vous êtes un BNC, un BIC, quelle est la clôture, vous faites quoi, il y a qui, salarié, ainsi de suite. Toutes ces questions, plus on vous les donne, plus vous allez pouvoir proposer la mission derrière. Bah, c'est la même chose en fait. Plus on va donner dans notre prompt, dans notre question, voilà, on fait de la compta, on est où en France ? Ah, c'est pas pareil. Tiens, il y a combien de salariés ? Ah, il y a des salariés, ah, il y a peut-être du social. Plus on va remplir, plus lui peut nous donner une réponse comme vous en tant qu'expert comptable. Quand on arrive, je peux faire comptable ? Oui, mais vous faites quoi, vous ? C'est comme si on faisait un entretien. Hein. Exactement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Enfin, toi, on passe un vrai cap. Donc je parle surtout aux petits, c'est péjoratif, aux confrères qui sont des indépendants comme moi. Du coup, ça, c'est un assistant. Quand t'as pas les moyens de te payer quelqu'un, bah toi, ça, c'est le genre de truc qui est quand même pas mal pour $20. Et il est toujours dispo. Hein. Il dit toujours oui. Il est toujours présent, H24, 7 jours sur 7. C'est pas mal. Donc après, ça va être quelles sont les évolutions qu'il va y avoir derrière. J'aimerais bien qu'on commence. Après, il faudrait limite créer un groupe de travail pour se dire qu'est-ce qu'on préfère de manière concrète pour l'adapter à nos usages, de manière, tu vois, l'entraîner. Il faudrait qu'on arrive à créer un groupe et puis entraîner un modèle de langage. J'y reviens à ce que je dis au départ. Pour moi, c'est la clé si on arrive à faire ça. Ça sera peut-être pas parfait, mais après, si les gens ont de l'abonnement, tu dis bah ok, bah l'abonnement, ça sera. Enfin, les confrères, attends, les cabinets sont rentables. Si on peut pas payer 50 €, à un moment, c'est pas possible quoi. Mais si on met une force de frappe tous ensemble, on a largement l'argent pour entraîner un modèle, un petit modèle, enfin améliorer, peaufiner un modèle de langage générique. Bah ouais, ça nous fera gagner du temps, énormément. Et puis, bah, pourquoi pas en parler au congrès, vu que c'est sur la data. C'est l'occasion, hein. Un truc qu'on n'a pas dit, mais gisement de mémoire pour les étudiants, là, pour les mémorialistes. Mais comment tu l'intègres? Mais là, vous faites carton plein, hein. Je veux dire, en étant du pratico-pratique et du concret, ce qu'on a fait là tous les deux, hein. Mais vous faites ça, mais votre mémoire, il déchire, hein.
du coup, où vous avez intégré ChatGPT, vous donnez des exemples, vous avez des allées comme moi j'ai fait, un prompt spécifique, ou enfin ce genre de choses. C'est génial. Enfin, un autre prompt que je lui ai demandé, je lui ai dit sors-moi les 12 capitales, enfin toutes les capitales de l'Union européenne à moins de 2 heures de Paris. Tu me le mets sous forme de tableau. Je veux qu'il y ait des musées et qu'il fasse entre 15 et 25 degrés. Parce que j'aime pas la chaleur et j'aime pas le froid. Et voilà. Et du coup, voilà, avec un prix où c'est pas trop cher non plus. Hein. Donc du coup, et je veux pas Paris, je veux pas Rome, parce que je les ai déjà fait. Et je veux pas Londres, et pas Berlin. Du coup, t'élimines tout ça. Et ben, il m'a fait un tableau. Et je lui dis, tu me justifies pourquoi tu as choisi la ville à telle période. Et je veux la période la moins chère de l'année, parce que je suis un rat. Donc du coup, non, je plaisante. Mais du coup, la période où, en gros, où il n'y a pas trop de monde, parce que j'aime pas les gens. Donc du coup, putain, ça fait vraiment un profil. Hein. Donc du coup, et du coup, il me l'a fait. En fait, et c'est là que tu dis, et quand tu vois, tu dis, ah ouais, finalement, ça se tient, ce qu'il est en train de me dire. Et c'est un travail, si j'ai dû faire la recherche, aller sur les billets d'avion, voir le prix, voir la température, voir s'il y a des musées, ce genre de choses, bah là, c'est lui qui te fait le job. Tu peux lui dire, voilà, je suis allé dans telle ville, prépare-moi un circuit, où je reviens pas sur mes pas pour visiter des musées, les principaux musées. Ou prépare-moi le planning. Voilà. Avec un repas, avec un truc pas trop mal. Maintenant, avec les habits, il le fait. Lui dire, je veux un truc pas trop hype, mais pas trop cheap non plus. Hein, pas McDo, quoi. Et du coup, quoique McDo, vu le prix, maintenant, se demande si c'est pas hype. Mais du coup, du coup, c'est avec un arrêt intermédiaire. Voilà. Et explique-moi pourquoi dans tel musée, pourquoi tu l'as choisi. Ou qu'est-ce qu'il y a à voir précisément dans ce musée. Ben, il va te le faire. Alors que si tu dois, et le prix du billet d'entrée, enfin, il peut tout préparer, en fait, du coup. Ce qui est un gain de temps phénoménal. Ouais, c'est gain de temps, c'est un petit peu ton assistant virtuel, mais derrière, il va pas te remplacer. C'est plus, il te permet d'accélérer et de prendre les bonnes décisions. C'est comme ça qu'il faut le voir, moi. Bah, imagine pour le congrès, tu mets les partenaires, leurs fiches, tu sais ce qu'ils font. Tu dis, je veux voir, plutôt que de chercher, machin, où tu as tous les confrères qui se pointent avec le sac. Alors, vous faites quoi, vous? Parce que j'ai été, alors pour ceux qui nous écoutent, j'ai été des deux côtés. Hein. J'ai été un côté, du coup, c'est le côté stand. Donc, les gens qui restent toute la journée debout là, à répondre aux confrères, avec, notamment avec Frédéric. Je l'ai fait un petit peu pour Dext, je l'ai fait pour Franc Gestion l'année dernière avec Sana. Et des fois, je suis sur un podium où je parle, du coup je fais des conférences, et après je suis comme tout le monde, des fois je me balade dans les allées. Et en fait ça me fait marrer les conférences qui disent oui, bonjour, qui viennent, vous faites quoi vous? Enfin toi qui n'ont pas lu la fiche de ce que faisait la société. Bon, là tu dis tu as ChatGPT qui te préparerait ton parcours, parce qu'il a lu le plan, il te fait gagner du temps pour éviter du coup de revenir sur tes pas aujourd'hui. J'ai qu'une journée, il y a 200 partenaires, mets-moi tous les nouveaux et je veux voir les anciens avec qui je bosse pour voir les nouveautés et trouve-moi 2-3 pépites, un petit peu de folie où je pourrais découvrir quelque chose. Bah, qui puisse te proposer quelque chose. Ça serait peut-être pas parfait, puis t'es libre. Bon, moi, après, perso, quand je fais un plan, tout le monde le sait, je dis, ouais, je viendrai te voir à 9h. Enfin, tous ceux qui sont, dès que tu connais du monde, c'est la cour de récré, tu respectes, mais aucun horaire. Les Pourquoi? horaires, Parce que t'as vu un tel, tu vas avoir un truc, une conférence que t'avais pas prévue. Enfin, c'est toujours ça. Enfin, mais c'est génial le congrès pour ça, parce que c'est le seul moment où on se revoit tous, hein, faut être honnête, de toute la France. On est au congrès. Et en fait, tu vas même pas pour les conférences, tu vas même pas pour les partenaires, tu vas des fois pour les copains, où tu passes plus de temps à discuter avec les copains qu'aller, alors les partenaires hurlent, mais du coup, ça va coûter une blinde, mais du coup, puis tu vas voir 2-3 stands, et tout comme ça. Voilà. Je m'étale un peu, mais sur ChatGPT, voilà le potentiel qu'on pourrait avoir par rapport à l'exercice quotidien, où lui dire, voilà, ma typologie clientèle, tu lui donnes des codes APE. D'accord? Avec le nombre de dossiers. Tu dis, qu'est-ce que je préfère comme action de com pour motiver, pour augmenter mon panier moyen par rapport à ce type de clientèle? Ben, il va le faire. Il va s'adapter en fonction de la typologie, dire bah voilà, ça qu'il recherche. Non, mais c'est très fort. Après, faut pas se leurrer. C'est peut-être ça qui va poser problème dans un second temps. C'est que ça prend quand même du temps. On a un temps de recherche sur qu'est-ce que je veux comme prompt, c'est de trouver des idées. Mais encore, ChatGPT, il t'en propose, hein, lui aussi. Tu peux lui dire, voilà, je suis expert comptable, qu'est-ce que je pourrais faire pour développer? Ouais, mais en interne, nous, on commence à débroussailler le terrain. Je parle, on est quelques-uns. On pourrait très bien faire le prompt du mois ou la thématique du mois par rapport à notre métier. Tu vois, où on débroussaille un petit peu par rapport à la stratégie marketing, par rapport au cas d'usage des tweets ou des, tu vois, ou de la carte mentale par rapport à de la stratégie, par rapport au MISC. Tu vois, on pourrait dire, bah tiens, le prompt pour faire le MISC, t'explique. Et ça, je pense, ça permettrait de refaire des choses qu'on connaît déjà en cabinet, plus ou moins, mais de les remettre au goût du jour et de les aborder sous un angle peut-être un peu plus pédagogique. Bon, ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. Donc, on pourrait y rester, mais des heures. Moi aussi, sur ChatGPT, c'est tellement énorme. Mais bon, on va devoir en parler plus au congrès, tous ensemble. Avant de te laisser, est-ce que je peux faire avec toi le jeu Ceci, Cela pour apprendre à mieux te connaître?
Ouais, d'accord. Tu peux me donner un exemple du coup? Je te donne un Ouais, exemple. Par exemple, est-ce que tu préfères thé ou café? ok, ça marche. Donc j'étais un peu regardé sur tes profils et je vais te mettre des questions. Donc le premier, est-ce que tu préfères passer ton temps au congrès de l'ordre ou au CES? Joker, les deux. Alors, bah, le CES, il y a le côté ludique du fait que tu pars quand même à Las Vegas. Bon, voilà. Le casino. Plutôt, c'est très dur. Euh, les deux, en fait, ça correspond à ma personnalité. Les deux, pourquoi? Parce que je me justifie. C'est parce que j'y vais pas chercher la même chose. Le CES, c'est que je suis un passionné de nouvelles techno, ce genre de choses. Il y a le voyage aussi. Bah, je vais notamment avec Romain. On va à San Francisco. Ça va faire plusieurs fois. Ça va faire la troisième fois que j'y vais. Et j'aime bien parce que j'aime bien les nouvelles technologies. Là, tu les vois. C'est pas à la télé, genre le téléphone. Tu y es réellement. Ouais. Et accessoirement, ne venez pas. Pourquoi? Parce que comme ça, je suis seul expert comptable et je vois 300 startups, voilà, qui n'ont pas forcément l'expert comptable. Donc ne venez pas, j'ai envie de dire, ne venez pas. Et le congrès, c'est plus voir les copains. Faut être honnête. Alors je vois les partenaires, ce genre de choses. Les conférences, c'est pas, elles sont toutes de bonne qualité, je dis pas le contraire, mais c'est plus j'y vais pour voir les copains, voir certains éditeurs. Moi, c'est ça que je vais rechercher. Moi, plutôt. J'y vais pas pour les heures de formation. Les conférences, les miennes sont bien. Non, voilà. Après, j'y vais pour certaines thématiques très précises, Bien mais sûr. c'est vraiment voir les copains, en fait, plutôt. Ok. Allez, la prochaine. T'es plutôt facture électronique, toi, ou facture papier? Alors, bah, facture électronique du fait du process digitalisé du cabinet, puis, sachant que la facture papier est vouée à disparaître. Tu préfères utiliser un papier à crayon ou utiliser ChatGPT quand t'as besoin? Alors, pour ceux qui me connaissent, j'écris papier. J'ai une tablette, une Remarkable, du coup, qui est un 5 ans pub. C'est Julien Catanece, enfin le directeur de la publication de Compte Online, qui m'avait fait découvrir. Où en fait, c'est une tablette en fait, du coup, qui consomme quasiment rien en fait en termes d'énergie. Et tu peux prendre des notes et c'est pas relié à Internet. En fait, t'as le Wi-Fi, mais en fait, t'as pas de source de distraction. Et du coup, c'est là-dessus que je prends mes notes parce que j'ai un petit peu pas une fibre écolo, mais on va dire, je préfère ça plutôt que utiliser en permanence ces outils digitalisés. Et pourquoi? Parce que comme je suis formateur, il y a rien de plus qui m'agace quand les confrères sont sur leurs ordinateurs et que clairement, ils ne sont pas connectés à ma formation, ils sont en train de répondre à leurs emails. Donc je suis plutôt pour prendre un papier. Le message est passé et petit POC de Julien parce que moi aussi il me l'avait présenté. Il avait fait fureur au congrès de Bordeaux quand il l'a utilisé. Ouais, il aurait pu monter un stand et puis demander une com. Du coup, je pense à la société. C'est vrai. Est-ce que tu préfères sur ton temps libre faire de la saisie comptable ou du codage Python? Sans codage Python à 200%. Non, mais les gens me demandent et honnêtement, parce que j'ai eu plusieurs tentatives de gens qui m'ont contacté, tu sais, pour des rachats ou rapprochements d'associations, et ils me disent en gros, et là la question que j'ai écrit, alors petit instant pub, j'ai fait ce bouquin-là, faudra peut-être que j'ai récupéré à Context. Alors le bouquin c'est Entrepreneurial Happiness c'est Charlie Reading. Ouais, il est excellent. Et en fait, il te dit, lui, son chiffre d'affaires a progressé à partir du moment où il a eu toute une réflexion sur qu'est-ce qui lui plaisait. Alors, ça peut un peu paraître bateau. En gros, dans toutes les tâches que tu fais, qu'est-ce qui te plaît? Mais vraiment, ou en fait, quand tu es dessus, tu vois pas le temps passer. Genre, tu lèves la tête, tu as passé 2 heures dessus. Moi, clairement, c'est le code Python. Mais clairement, à 200%, ou la programmation, ou la technique, où tu connectes les outils, genre de choses. La saisie, bon, maintenant, j'ai des collaborateurs, j'en fais un peu, hein, quand il y a besoin, j'ai pas de contexte melon, dire, ah non, moi, je suis l'expert comptable, je fais pas. S'il y a besoin de dépanner, je mets la main je donne un coup de main s'il le faut, bien entendu. J'adore le code, clairement. Je voulais faire de l'informatique à la base. Ça me plaît de plus en plus. J'ai développé LegalWatch, hein, un outil qui permettra de se connecter aux API de l'IPI, de récupérer de la doc et bien plus, mais on n'en parle pas trop pour l'instant parce que on est en plein renouvellement et on est plus en phase de test. C'est moi qui ai créé le code source avec mon client l'a mis sous forme de site internet. Euh, Clairement, le code, parce que en fait, c'est là que tu vois, soit les éditeurs te mentent, soit ils savent pas de quoi ils parlent. Donc ça me permet, et j'aime bien cette partie-là. Et c'est un monde qui est rigoureux. En fait, c'est une extension de la compta c'est plus rigoureux que la compta, en fait, l'informatique. Parce que quand tu fais une erreur, le code il marche pas, en fait. Ou des fois tu as des bugs, ce qui est plus grave, où tu sais pas pourquoi ça marche pas, mais ça marche. Ouais. Il y a des blagues comme ça qui disent comment tu as résolu le code. Bah, je l'ai mis en commentaire. Commentaire, il devient inerte. En fait, il est toujours là, mais il ne sert à rien. Et là, c'est pas bon hein, quand tu as rendu juste en commentaire le code inerte et que ça marche, ou que ça remarche, c'est pas bon du tout. C'est que t'as pas résolu le problème en fait. Donc 200% codé en Python. Bon, on a entendu sur les commissions du Conseil national hein, pour ChatGPT, si on veut le développer, il y a quelqu'un qui est là. Hein t'as des connaissances un petit peu en crypto-monnaie, donc je voulais avoir ton avis sur Bitcoin ou Ethereum.
Alors, sachant que ceci est un conseil en investissement, faites Oui, vos oui, on propres précise. recherches. Voilà, Je- ceci, faites vos propres recherches. Engagez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Les petites phrases bien connues. Bitcoin, pourquoi? Parce que j'ai été assez rapidement, j'ai fait partie du Cercle du Coin, qui est une association qui regroupe les Bitcoin maximalistes. C'est à la base, hein, maintenant c'est un peu plus agnostique, ils acceptent les gens qui sont pas pro-Bitcoin. Mais Bitcoin, en fait, j'ai été déçu par certains projets blockchain où en fait ça a servi à rien. Ethereum a son usage, hein, notamment pour les smart contracts, mais je suis plus Bitcoin. J'aime plus la philosophie de Bitcoin parce qu'il n'y a pas de leader, alors que pour Ethereum, tu as quand même Vitalik Buterin, voilà, qui est quand même pas le gourou, mais qui est un génie, hein, clairement. Mais je préfère Bitcoin dans la philosophie, dans le mode de fonctionnement. Oui, ça consomme de l'énergie, mais la preuve de travail est quand même a bien plus de valeur à mes yeux que la preuve d'enjeu qu'on retrouve dans Ethereum. Désolé, c'est un peu technique, mais personnellement, Bitcoin. Voilà. Et mon bag crypto, hein, mon portefeuille crypto, clairement, j'ai une bonne partie Bitcoin et une partie Ethereum. Et d'autres, du Cardano, du Tezos, un petit peu pour le staking, mais qui est vraiment à la marge. Et pour finir, tu préfères aller sur Twitter ou LinkedIn? Twitter. Parce que LinkedIn, je comprends pas. En fait, c'est juste que quand j'ai vu un bon article, je le retrouve pas dans mon fil, comme je suis beaucoup de monde, donc c'est nul. Alors que Twitter, tu trouves plus facilement, et il y a plus de spontanéité. Il y avait plutôt plus de spontanéité sur Twitter. Tu le retrouves sur Mastodon, du coup, Twitter, t'as un peu plus, t'as besoin. Mais moi, je me prends pas la tête, en fait. Comme moi, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais j'ai eu des prospects, hein, quand même, via LinkedIn, via Twitter, ce genre de choses. Mais je me prends pas la tête, en fait, dans mes réseaux sociaux. Mais je préfère plus Twitter. Et d'ailleurs, c'est Frédéric Rossi qui m'avait fait connaître à l'époque. Il m'a dit, il faut que tu te crées un compte dessus, en 2013, du coup. Donc là, ça commence 10 ans. Et j'aime bien, en fait. Et puis, j'ai une communauté plus orientée crypto-entrepreneur. Mais comme, le problème, c'est comme je fais beaucoup de choses, c'est compliqué. Je vais splitter mes comptes. Parce que, quand je parle édifical, ça intéresse pas les gens qui font de la crypto. Donc, je vais commencer à splitter mes comptes, parce que, je veux transmettre des messages, mais c'est pas forcément la bonne cible. Et du coup, je le vois bien. Des fois, ça me fait mal au cœur. Non, j'ai des abonnements et tu te diras, fais chier, parce que du coup, ça prend quand même du temps. Faudrait peut-être splitter mes réseaux sociaux. Et Sana est plus rigoureuse dans cette partie-là, où tu vois, elle a vraiment sa stratégie de transformation digitale, accompagnement des sociétés. Elle est plus en cohérence avec son profil. Alors que moi, je suis un peu de tout, quoi. Du coup, toi, je mets du code. Après, je vais parler facture électronique. Après, on a eu une rupture avec Efficace. Enfin, toi, donc ça casse un petit peu le message, en fait. Ouais, mais ça fait voir un peu ta spontanéité aussi. Donc, Ouais, il faudrait que je mette, en fait, parce qu'il y a plein de choses que je fais que je marque pas sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Mais tu vois, je racontais que j'en ai pas parlé plus ou moins volontairement, parce que j'étais plus c'était à titre personnel pour améliorer mon mode de fonctionnement et mon méthode de management au niveau du cabinet. Alors que ce qui me fait mal au cœur, c'est que tu as très peu d'experts comptables qui y vont. C'est gratuit, ça coûte juste au pire. Si tu vas une journée, ça compte, c'est un billet de train. je savais pas que c'était gratuit. Je pensais que c'était comme le congrès, toi, chez nous. Absolument pas. C'est gratuit, c'est open bar. Donc, tu as juste en fait ton billet de train, ton hôtel, c'est tout. Et c'est hyper intéressant en termes de conférences et d'enrichissement personnel. Bah écoute, je te remercie d'avoir partagé ces presque 1h30 ensemble. On a appris plein de choses. Je te remercie. Et puis écoute, pour les chers auditeurs, on se retrouve sur le prochain épisode. Et merci à tous. Et salut Fabrice. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.